envisagé en souhaitant que, enfin, nos partenaires souhaitaient qu'il y ait cette réflexion autour des temps des temps de travail. Donc, Crédit Agricole, Legendre, Massif, Olga, Ouest France et Rennes Métropole ont vraiment souligné que dans leurs organisations, il y avait vraiment des enjeux pour cette organisation et des enjeux, euh, je dirais même générationnels, hein, sur ces aspects. Et donc, cette recherche s'inscrit dans les différentes thématiques de la chaire qu'on a plaisir à chaque fois à vous nommer pour vous montrer l'ampleur de nos travaux. La singularité, diversité, inclusion des populations vulnérables, donc sens au travail, manager et vivre ensemble. Et donc, dans le cadre de cette conférence de ce soir, le point d'appui, c'est le travail qui a été mené par Clément Quedel, qui est donc enseignant-chercheur en droit social à la faculté de droit de Rennes. Et eh bien, je voulais d'ores et déjà le remercier pour son engagement, son enthousiasme, hein, d'avoir mené cette recherche qui a conduit donc à un rapport et à des fiches qui sont disponibles et qui sont sous forme d'infographie. L'occasion aussi de remercier Justine, comme à chaque fois, mais encore plus particulièrement, qui a vraiment soutenu le projet du début jusqu'à ce soir pour permettre cette réalisation de la recherche, et aussi les services de l'université qui nous ont permis aussi d'élaborer ces fiches d'infographie qui sont très synthétiques et très utiles. Et la conférence d'aujourd'hui va être aussi animée par Adeline Bay, qui est enseignante-chercheuse en gestion des ressources humaines, qui vient d'arriver sur le campus de l'Université de Rennes et tout de suite a été très intéressée par ces questions. Et c'est l'illustration de la chaire Vivre ensemble qui, à chaque fois, mène ces aspects tant du droit et de la gestion pour voir ce double regard. C'est un peu l'essence de la chaire. Donc, merci beaucoup, Adeline, d'avoir accepté la sollicitation de Clément pour envisager cette double voie pour la conférence. Alors, l'objectif pour Adeline et Clément, c'est d'envisager différentes questions par rapport à cette question de la flexibilité du temps de travail, enfin, flexibilité organisationnelle, pour reprendre votre expression. Et l'objectif, hein, c'est de s'interroger sur les mécanismes, les dispositifs, la sécurisation de ces mécanismes, les différents enjeux à partir de cette grande flexibilité organisationnelle, des exemples qui vont être pris notamment à travers le télétravail et les conditions d'une bonne gestion de cette distanciation avec le travail pour déterminer bien comment on peut comprendre les mécanismes et comment on peut les intégrer dans les différentes organisations. Différentes thématiques ont été prévues et à chaque fois, ça va être une double voie qui va être envisagée. Et je crois que nos jeunes chercheurs ont d'ores et déjà l'outil numérique comme appui dans cette rencontre. Et c'est Adeline qui va vous expliquer comment faire. Donc, c'était une toute petite question juste pour pouvoir créer un petit peu d'interaction au début de la conférence. Donc, si vous pouvez scanner ce QR code, ça vous amène justement sur un WooClap où vous pouvez noter un petit peu tout ce qui vous fait penser justement à la flexibilité organisationnelle dans le cadre de votre entreprise ou même ce que vous pensez qui puisse être un défi aujourd'hui pour les organisations. Voilà, donc dès lors que vous êtes déjà au travail, eh bien, je passe la parole à Clément pour ce début de présentation. Et l'organisation, voilà. Et donc, Justine reviendra dessus une fois qu'on aura suffisamment de réponses et on pourra s'appuyer dessus pour pouvoir rebondir et puis interagir. voilà. Donc, je laisse Clément peut-être commencer. Juste une précision, donc vous êtes présent en présentiel, mais aussi à distance. Vous êtes très nombreux aussi à distance et vous avez la possibilité donc de réagir là par rapport à différentes questions et de pouvoir
donner vos observations par le chat. Donc là encore, Justine va pouvoir suivre les différentes remarques qui sont faites. Voilà, à vous Clément. Merci Sylvie, merci à vous d'avoir répondu présent. Alors en attendant d'avoir vos retours justement sur ce que vous inspire la flexibilité organisationnelle, je vous propose, même si Sylvie en a déjà un petit peu parlé, de revenir sur la genèse du projet, revenir plus en détail sur la manière dont a été envisagé initialement et conduit le projet qui a abouti à un petit guide pratique et des fiches que vous aviez à disposition et qui, a priori, ont été déjà exploitées. Alors, sur la jeunesse du projet, comme l'a dit Sylvie, initialement, on avait des attentes particulières avec certaines demandes sur des thématiques données, avec notamment et surtout la question de l'aménagement du temps de travail qui revenait beaucoup. Alors ça, c'était une demande générale qu'il a fallu envisager et des attentes particulières avec des thématiques plus ciblées encore, comme certains dispositifs, le télétravail, la semaine de 4 jours. Donc, il a fallu trouver un angle d'attaque, une manière d'approcher justement et la thématique de l'aménagement du temps de travail dans son ensemble et certains dispositifs, essayer de trouver un billet pour envisager tout ça. Et donc ça, on l'a fait progressivement au fil de nos échanges avec Sylvie, Brigitte et Justine. C'était pas simple parce qu'en fait, on s'est aperçu que dans le souci de mise en cohérence, on était parfois mis devant certaines contrariétés, notamment sur la définition du télétravail. Est-ce que le télétravail, c'est un aménagement du temps de travail stricto sensu? Est-ce que c'est pas au fond un aménagement du lieu de travail? Est-ce que c'est pas un aménagement du travail tout court? Est-ce que c'est pas un aménagement du temps consacré au travail? Donc, il y a tout un tas de questions qui ont pu être posées à cette occasion-là. Et finalement, on a découvert cette notion de flexibilité organisationnelle qui nous a semblé assez intéressante parce qu'elle permet justement d'englober, selon nous, un certain nombre de réalités et d'envisager justement différents dispositifs qui laissent quand même une certaine marge de manœuvre aux salariés dans l'organisation de son temps de travail. La flexibilité organisationnelle, qu'est-ce que c'est? Alors, on peut le définir de la sorte. C'est un mode de gestion de l'activité qui offre une plus grande liberté aux salariés quant à l'organisation de leur travail et faisant jouer plusieurs paramètres tels que la durée du travail, le lieu de travail ou encore la gestion de carrière vue dans son ensemble. Et donc, comme je le disais, ça présente un intérêt pour les entreprises parce que c'est une notion qui n'est pas forcément connue et qui mérite, selon nous, de l'être. C'est intéressant parce que ça induit une logique transversale avec d'un côté l'aspect juridique des choses qui est peut-être qui transpire peut-être plus dans le guide pratique avec une certaine technicité, la mise en jeu des dispositifs, et puis le management dans le rapport que vont entretenir les managers avec les salariés. C'est intéressant, je le disais, parce que c'est une définition englobante qui nous a permis d'analyser plusieurs outils qui étaient mis en lumière par les entreprises. Ça permet, et c'était aussi un parti pris de notre part, de prendre en compte le point de vue du salarié. Souvent, la question de la flexibilité organisationnelle, elle est conçue du point de vue de l'entreprise, parce que ça va permettre à l'entreprise de s'accommoder de certaines contraintes de temps notamment. Alors là, je pense en particulier à l'aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire ou à l'annualisation du temps de travail, les forfaits jours notamment. Là, c'était une autre vision des choses avec comme fil conducteur l'idée que cette flexibilité organisationnelle, elle s'inscrit dans une démarche améliorative des conditions de travail. Tout ça nous a permis justement d'ouvrir la question sur des défis contemporains, notamment la question de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et le bien-être des salariés qui se prête assez bien à une analyse du point de vue du management et du droit du travail.
L'objectif de l'étude, in fine, ça a été de questionner le rapport personnel au temps de travail au travers de cette question de la flexibilité organisationnelle et d'étudier aussi et surtout les conséquences sur l'organisation du travail. Alors, bien entendu, il y a parmi les enjeux qu'on a identifiés qui ont accouché du rapport, le guide pratique, il y a l'analyse des enjeux juridiques associés à la transformation des modes de travail. Il a fallu cerner pour ça les dispositifs, et je reviens dessus dans un court instant, qui peuvent contribuer à une plus grande flexibilité organisationnelle. Il a fallu aussi et surtout, c'était un de nos soucis majeurs, anticiper les difficultés pratiques qui peuvent être liées au déploiement des dispositifs dans l'entreprise. Alors, parmi ces dispositifs, on a essayé de les catégoriser. Alors, cette liste, vous allez le constater, elle n'est pas forcément exhaustive. On aurait pu étendre le champ des possibles. On l'a limité en l'occurrence à 7 dispositifs, dont 4, selon nous, contribuent à la flexibilité qui est orientée vers un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée. Alors, on a les horaires variables d'un côté, hein, qui vont permettre de donner à chaque collaborateur le choix de leurs horaires quotidiens de travail en considération de leurs besoins et envies personnelles et dans le respect de de leurs obligations professionnelles. Le télétravail que je ne présente pas et que vous connaissez à n'en pas douter. La semaine de 4 jours qui connaît un regain d'intérêt ces derniers temps puisqu'elle a été largement expérimentée en France et en Europe d'ailleurs. Et on en vient à se demander si ça peut pas être un format diffusé ici et là. Le congé de respiration, qui est un petit peu moins connu, qui a été rendu populaire par des entreprises comme Orange, notamment, qui finalement revient de près ou de loin à un congé sabbatique rémunéré en considération de projets particuliers. Généralement, la condition du maintien partiel de la rémunération est conditionnée à un projet viable euh, de la part du salarié. Donc ça, c'est les premiers dispositifs qui permettent un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée. On sera amené d'ailleurs à aborder tout à l'heure. Et puis, vous avez une deuxième catégorie d'outils qui, là, vont permettre de tenir compte de la survenance d'événements particuliers. Alors, il y a le temps partiel thérapeutique, hein, le congé de proche aidant et la retraite progressive. Alors, dans le premier cas, il est question de la santé du salarié, dans le deuxième cas, de la santé de l'un de ses proches, et dans le dernier cas, de l'âge avancé, entre guillemets, du salarié, lorsqu'il est aux portes de la retraite et qu'il souhaite bénéficier d'un aménagement de son temps de travail pour éventuellement profiter de sa famille ou pouvoir lever un petit peu le pied. Alors, je ne sais pas si on a la possibilité de revenir sur le WooClap. Si on a les... Est-ce qu'on peut dézoomer un petit peu? sont différents. Oui, donc là, oui, oui, on voit effectivement des enjeux donc, relatifs à ce que Clément a mentionné, donc tout ce qui touche donc, à la séparation vie professionnelle, vie privée, également tout ce qui touche donc, à l'aspect juridique, l'implication des managers, le maintien de la cohésion d'équipe. Donc, c'est effectivement donc, les notions sur lesquelles on reviendra. Donc, ça me permet justement de rebondir sur peut-être ma partie, ou peut-être Clément, tu veux dire 2, 3 éléments sur des aspects juridiques avant? Non, je te laisse. Très bien. Donc, on peut revenir sur la question qu'on s'est posée, donc sur la diapositive, s'il te plaît. Oui, donc c'était sur les évolutions donc, et les enjeux qui étaient soulevés par le développement de la flexibilité organisationnelle. Donc, comme Clément l'a mentionné, par exemple, le télétravail est un dispositif de plus en plus ancré et qui permet justement de revenir sur les conditions de la bonne gestion de la distanciation, puisqu'il s'agissait quand même de notre troisième objectif au cours de cette conférence-là. Donc, il nous semble important de revenir sur les chiffres les plus récents, en tout cas sur le télétravail, afin de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France, notamment sur cette question.
Donc, comme on peut le voir, récemment, une étude a été publiée donc, par l'INSEE en partenariat avec la DARES en mars 2025 sur la situation de télétravail aujourd'hui. On va beaucoup plus peut-être parler du travail hybride, hein, puisqu'on est sur de l'alternance entre le présentiel et le distanciel. Donc, on voit qu'aujourd'hui, un salarié sur 5 dans le secteur privé va pratiquer le télétravail au moins une fois par mois, contrairement aux chiffres donc, de 2019 qui étaient relativement bas en France. Donc, la crise sanitaire est venue propulser justement ce dispositif-là de flexibilité qui est de plus en plus adapté au sein des organisations. Et dans cette population qui a recours à cette pratique, on voit que 7 personnes sur 10 ont des missions donc, qui sont compatibles à cet effet. Il faut que ce soit des postes télétravaillables. Et dans la majorité des cas, bien évidemment, les secteurs concernés sont les secteurs de la finance, de l'information, de la communication et la population la plus propice à pouvoir avoir donc cette chance, on va dire, de pouvoir recourir à cette flexibilité sont les cadres et de plus en plus des femmes qui demandent donc avoir cette possibilité pour mieux concilier leur vie professionnelle et vie privée. Globalement, ce qu'il faut peut-être retenir de cette étude-là, c'est que depuis 2022, les chiffres évoluent, on va dire, peu, puisqu'en fait, on est dans un contexte de télétravail hybride, contrairement à la situation qu'on avait pendant le confinement où c'était à temps plein. Donc, globalement, on a pu voir aussi que grâce à cette crise-là, de nombreux accords ont été négociés au sein des entreprises afin de permettre la réalisation de cette pratique. Donc là, c'est juste une illustration afin que vous puissiez vous rendre compte d'où est-ce qu'on en est sur un dispositif aussi important, notamment de flexibilité aujourd'hui en entreprise. Et donc, globalement, par exemple, la semaine de 4 jours, encore les horaires variables ou le télétravail, procurent des avantages, certes, puisque les entreprises cherchent de plus en plus à pouvoir adopter cette flexibilité-là, puisqu'il y a des avantages pour leurs collaborateurs, mais également pour eux-mêmes en matière de performance, d'efficacité ou même d'attractivité. Donc, mais nous, on a voulu vraiment mettre le curseur en fait, sur les risques, des points de vigilance, afin de pouvoir vous proposer des pistes de réflexion sur lesquelles on pourra échanger et des recommandations derrière pour mieux accompagner la mise en place de ces dispositifs-là. Donc, typiquement, les risques qu'on peut constater pour ces différents types justement de flexibilité, ça peut être donc pour l'organisation la perte de synergie dans l'organisation, la dégradation du lien social, la perte du contrôle managérial par exemple, ou même la difficulté de pouvoir gérer notamment les équipes lorsqu'on est vraiment dans une situation de distanciation où le travail n'est pas visible à l'œil nu. Voilà, il y a une culture du présentéisme qui est quand même assez ancrée en France. Et d'un autre côté, des risques vraiment axés donc, sur le bien-être de l'individu, tout ce qui va toucher par exemple à l'inégalité d'accès au dispositif. Une personne peut avoir accès plus facilement qu'un autre. Donc, il y a vraiment voilà, un point de vigilance à mettre sur cet aspect-là. La déspatialisation, ça va être en fait la double distance qu'on peut constater, donc isolement professionnel et social à la fois, perte de sens au travail qui peut s'accompagner également des problématiques d'autodiscipline. On se retrouve avec justement une grande confiance, une autonomie qui est assez importante, donc parfois des difficultés voilà, qui s'y accompagnent. Et le délitement du sentiment d'appartenance, bien évidemment, puisqu'on a besoin quand même d'avoir donc une attache à un collectif, sauf que bah, en cas de distanciation, en fait, on peut se retrouver dans ces cas-là. Donc, globalement, c'est un aperçu des risques qui découlent justement sur des enjeux et des défis aujourd'hui à la fois pour les organisations, les managers et les collaborateurs. Donc, quels sont ces enjeux concrètement? Donc, pour l'organisation, c'est de pouvoir être en capacité de s'adapter et de pouvoir réagir sur des dispositifs tels que la flexibilité afin de pouvoir mieux les accompagner pour gagner en efficacité, en agilité. Donc, les managers sont confrontés, on va dire, à des défis de coordination du travail aujourd'hui, à la gestion des collaborateurs, des équipes et comment maintenir le lien, puisqu'ils sont quand même le garant donc, du lien au sein de l'entreprise pour connecter à la fois les collaborateurs avec donc, les employeurs tout simplement ou organiser donc, les différents échanges qu'on peut avoir au sein de l'organisation. Et enfin, bah, les collaborateurs qui aspirent de plus en plus à de l'autonomie, à la liberté de pouvoir s'organiser, organiser leur temps de travail, le lieu, les horaires. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, voilà, c'est comment on les accompagne dans le cadre de cette flexibilité-là pour atteindre cet équilibre entre leur vie professionnelle, vie privée et également avoir un impact sur leur bien-être. Donc, l'idée, là, c'est que les organisations puissent répondre à ces nouvelles exigences-là afin d'être plus attractives, compétitives également et fidéliser les nouvelles recrues qu'elles ont au sein de l'entreprise. Donc, ça vient se coupler forcément à des enjeux RH aujourd'hui aussi
comment on fait pour réduire les coûts donc liés donc, au recrutement, à l'absentéisme, afin justement de pouvoir maintenir sa compétitivité, son avantage concurrentiel. Donc, ça nous amène justement à notre focus sur les 3 axes sur lesquels on peut échanger, notamment pour confronter nos regards, donc à la fois les aspects managériaux et en matière de droit du travail, donc le suivi du temps et de la charge de travail, le maintien du lien social et la promotion du bien-être au travail que nous avons mis en dernier, puisque cela permet justement de pouvoir conclure un petit peu et comporte donc des liens, bien évidemment, avec les 2 premiers éléments. Donc, concernant les aspects managériaux, donc, en complément de l'étude de Clément, il nous a semblé important de pouvoir s'appuyer quand même sur justement des résultats des études qui ont été menées. Donc, on s'est appuyé sur des études dans lesquelles j'ai pu contribuer, qui portent majoritairement, bien évidemment, sur un des dispositifs de la flexibilité qui est le télétravail et le lien qu'on peut faire avec notamment la question du bien-être et du lien social. Et à cela, bien évidemment, on a l'étude de Clément pour l'aspect juridique qui nous permet de pouvoir confronter. Je veux peut-être dire quelque chose. Oui, juste quelques mots sur, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, sur le guide pratique et les fiches synthétiques qui sont donc librement accessibles sur la petite table qui se trouve au coin de la pièce. Là, l'idée ce soir, c'est de prendre un petit peu nos distances avec la philosophie qui a guidé justement ce petit fascicule, puisque là, il sera question et de droit et de management, là où dans le guide pratique, il est exclusivement question de droit du travail avec comme ambition cadrer les dispositifs, voir comment on les met en œuvre dans l'entreprise, comment on les déploie, comment on les sécurise. Donc là, il y a un aspect, une démarche qui est un peu cloisonnée dans le guide pratique. Aujourd'hui, on a essayé justement d'approcher la thématique d'une autre façon avec des grandes thématiques qu'on va essayer d'aborder avec des concepts du management et du droit du travail. Alors, on, on a décidé d'identifier ce premier point qui est le suivi du travail et de la charge de travail. Encore une fois, il y a des enjeux d'ordre managérial et juridique. Alors, je vais commencer avec le premier point qui est celui du suivi du travail, qui nous renvoie in fine à la question du contrôle du travail dans un contexte de distanciation. Alors, ce contexte de distanciation, il est plus évident à étudier sous l'angle du télétravail. Et Adeline étant une spécialiste de la question, ça nous permet justement de se renvoyer la balle et d'avoir un regard complémentaire sur la question. Alors, ça va faire écho à ce qu'a dit Adeline tout à l'heure, mais en France, effectivement, la culture managériale, elle est largement fondée sur le contrôle, sur le présentéisme et le développement de ces mécanismes bouleverse un petit peu la donne. Il faut s'en accommoder, il faut s'accommoder de la déspatialisation, c'est ça, comme tu l'as appelé, et de l'impossibilité pour l'employeur de mettre en œuvre ses pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction, comme il le fait classiquement quand le salarié travaille dans les locaux de l'entreprise. Ce contrôle, il est rendu plus délicat, justement, d'autant que dans le cadre précis du télétravail, il opère dans la sphère privée, qui est un lieu sanctuarisé. Alors, comment, dans la pratique, on va pouvoir composer avec cette contrainte? Je le disais, les schémas classiques, les schémas juridiques classiques sont un petit peu affaiblis, notamment la définition qu'on peut donner classiquement du lien de subordination. Alors là, je vous renvoie, pour les juristes, ça devrait évoquer quelque chose, mais l'arrêt Société Générale de 96 qui nous permet normalement de révéler l'existence d'un contrat de travail au regard des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction, qui permet également de définir ce qu'est un lien de subordination juridique. Et donc, ce lien de subordination juridique, généralement, on le révèle avec un faisceau d'indices. Et ce faisceau d'indices, il est largement fondé sur une relation étroite entre l'employeur et le salarié sur le lieu et au temps de travail avec d'autres indices comme la fourniture d'un matériel, par exemple, l'inclusion aux équipes.
Avec cette distanciation, forcément, les codes changent un petit peu. Il faut repenser un petit peu, réinterroger la notion de lien de subordination. Et ça, du point de vue du droit du travail, ça représente un enjeu qui est assez important. Alors pour le côté plus pratique, je dirais, la mise en œuvre des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction, elle doit être là aussi repensée pour s'adapter à ces nouvelles formes d'organisation du travail. Le principe de base étant que ce contrôle du travail, il ne peut opérer dans la sphère privée qu'à condition de respecter certaines limites qui tiennent notamment au respect des libertés individuelles et du droit à la vie privée. Donc là, ça nous renvoie, si je mobilise le Code du travail, à l'article L1121.1 du Code du travail qui prévoit l'obligation justement de prévoir des mesures qui soient notamment proportionnées au but recherché et justifiées par la nature de la tâche à accomplir. C'est une mention que vous connaissez peut-être. Alors, l'obligation pour l'employeur, lorsqu'il est amené à faire valoir son pouvoir de direction et de contrôle vis-à-vis d'un salarié qui est, par exemple, en télétravail, ces obligations vont consister notamment en une parfaite loyauté et la bonne foi dans la mise en œuvre, par exemple, des modes de contrôle du temps de travail ou du travail en tant que tel. Par exemple, il est interdit à l'employeur d'utiliser des stratagèmes destinés à piéger le salarié, mais ça, j'ai envie de dire, c'est d'une grande généralité puisque ça peut trouver à s'appliquer et au dispositif de flexibilité organisationnelle et plus largement dans l'entreprise. Au-delà de ça, autre obligation, l'information préalable du salarié par rapport aux méthodes et techniques d'évaluation professionnelle qui sont mises en place dans l'entreprise. Là, c'est pareil, c'est une obligation générale qui couvre et le salarié télétravailleur, par exemple, mais le salarié lorsqu'il est amené à travailler sur son lieu de travail également. Parmi les obligations générales qu'on peut invoquer dans ce cas précis, il y a également l'information et la consultation du CSE sur les procédures de contrôle à partir du moment où ça peut induire l'introduction d'une nouvelle technologie ou ça peut avoir une influence sur les conditions de travail. Et là, c'est le cas. Hein. Forcément, si l'employeur met en œuvre un dispositif de contrôle, ça peut avoir une incidence particulière sur les conditions de travail du salarié. Donc, tout ça, il faut nécessairement en tenir compte. Au-delà de ça, on peut évoquer toute la jurisprudence qui a été déployée s'agissant des dispositifs qui entraînent une surveillance constante et permanente de l'activité du salarié. Ça, c'est pareil, on peut difficilement s'en satisfaire s'agissant d'un télétravailleur, par exemple. Alors, sur les modalités pratiques, qu'est-ce que ça implique? Ça implique justement l'impossibilité pour l'employeur d'utiliser des procédés excessifs et invasifs. Encore une fois, qui dit télétravail dit sphère privée, et donc c'est tout à fait incompatible. On ne peut pas, par exemple, et ça, vous avez et des recommandations de la CNIL et de la jurisprudence qui interdisent, par exemple, ce qu'on appelle les keyloggers. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est la possibilité pour l'employeur de vérifier à distance si le salarié tapote effectivement sur son clavier ou pas. Il n'est pas possible non plus pour l'employeur, par exemple, de mettre en place un dispositif vidéo ou audio qui va lui permettre de savoir si effectivement le salarié est présent devant son ordinateur, qu'il est en train de travailler. Il ne peut pas lui demander d'activer sa caméra, il ne peut pas lui demander d'activer son micro pour s'assurer qu'il est effectivement derrière son poste de travail. Voilà pour le contrôle du travail, qui est le premier volet. Le deuxième volet concerne plus particulièrement le suivi de la charge de travail. Et là, ça renvoie à un autre enjeu euh, qui tient plus à des enjeux de santé-sécurité au travail, puisque la flexibilité organisationnelle pose la question, va générer une porosité des temps de vie pro, vie perso. La flexibilité organisationnelle peut également générer une surcharge informationnelle. On parle parfois d'infobésité, puisque pour combler la distance qui va être créée entre le salarié et son employeur, on va
développer d'autres moyens de communication. Ça peut passer par des mails, ça peut générer un important flux d'informations. Et ça, l'employeur va devoir également être assez vigilant sur ce point-là. Sur le suivi de la charge de travail, on peut mobiliser les grands principes qui tiennent notamment au respect par l'employeur de la législation applicable en matière de durée du travail. Ça veut dire que l'employeur, en toutes circonstances, et là on sort un petit peu du champ du télétravail, mais il va devoir s'assurer que le salarié travaille effectivement la durée légale hebdomadaire ou la durée contractuelle, pas plus, pas moins. S'il est amené à travailler plus, dans ce cas-là, il doit rémunérer les heures supplémentaires. Il doit s'assurer aussi que le salarié respecte bien, enfin qu'il est mis en capacité de respecter les durées maximales du travail, donc 10 heures par jour, 48 heures maximales par semaine, et évidemment les temps de repos obligatoires, notamment les 11 heures consécutives entre 2 journées de travail. Donc ça, c'est une charge, c'est une obligation qui incombe à l'employeur. Par ailleurs, l'employeur va devoir aussi respecter certaines contraintes qui tiennent à son obligation de sécurité, l'article L41-21-1 du Code du travail, avec la mise en œuvre des principes généraux de prévention du risque professionnel. Alors, à ce titre-là, plusieurs obligations. Il va devoir notamment s'assurer que la mise en œuvre et la mise en application des dispositifs ne créent pas une surcharge excessive, voire une mise à l'écart professionnel. Dans le premier cas, ce serait davantage l'hypothèse du burn-out et dans l'autre cas, du bore-out. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la notion, mais voilà, une mise à l'écart, une mise au placard à défaut de travail suffisant. Il va devoir également, autre contrainte qui tient à son obligation de sécurité, intégrer dans le document unique d'évaluation des risques professionnels tous les risques qui sont liés aux nouvelles formes d'organisation du travail. Donc, ça fait partie, le télétravail en fait partie. Vous allez devoir cerner les risques qui sont éventuellement en lien avec l'isolement du travailleur, éventuellement avec les risques psychosociaux si ça peut générer des risques psychosociaux. Ça peut être aussi la question des troubles musculo-squelettiques si voilà, une posture de travail permanente ou alors l'utilisation d'une souris, par exemple, peut générer des troubles musculo-squelettiques. Donc tout ça, ça doit être répertorié dans le document unique. Vous devez également prévoir les modalités de contrôle du temps de travail et la charge de travail du télétravailleur. Ça, c'est une obligation spécifique qui résulte des dispositions applicables au télétravail. Vous devez également donner du contenu et sa pleine mesure au droit à la déconnexion. Et puis, vous devez, par exemple, tenir compte des recommandations du médecin du travail lorsqu'il préconise le télétravail comme moyen de satisfaire et de s'accommoder des contraintes inhérentes à l'état de santé du salarié. L'employeur, au titre de son obligation de sécurité, va devoir aussi se conformer à ces indications. Juste petite précision, parce que l'obligation de sécurité, elle se conçoit très souvent sous l'angle patronal, c'est-à-dire l'employeur qui est redevable et qui est tenu à certains engagements de ce point de vue-là. L'obligation de sécurité, elle concerne aussi le salarié. Hein, c'est le Code du travail qui nous l'apprend à l'article L41-22-1. Et ça pose aussi la question de la responsabilisation du salarié devant la gestion de son travail en distanciel. Alors, sans rentrer dans le détail, c'est plus une ouverture du débat, mais ça présente quand même un intérêt majeur, c'est-à-dire dans quelle mesure le salarié peut être rendu responsable d'une surcharge dont qu'il n'aurait pas, par exemple, notifié à son employeur. Voilà. D'un point de vue managérial, puisqu'on parlait justement d'une forte culture du présentéisme, grâce à ces dispositifs de flexibilité, cela est remis en question et on va tendre justement vers des dispositifs qui laissent un petit peu plus de marge de manœuvre, on va dire, de la liberté et de l'autonomie, sauf que ça induit justement un questionnement autour de l'équilibre qu'il faut qu'on trouve entre la confiance qu'on accorde aux collaborateurs et le contrôle. Donc là, ce sont des verbatims
pour illustrer justement notre étude qui avait été réalisée dans le cadre du télétravail et de l'incidence que cela pouvait avoir donc, sur les collaborateurs. Donc, on voit que d'un côté, c'était un dispositif qui leur permettait donc, de pouvoir mieux organiser leur temps de travail, leur gestion, leur lieu de travail, les horaires. Et d'un autre côté, cela permettait aussi, lorsque ce n'était pas encadré. Donc, dans ce sens, quand on parle de cadre, ce n'est pas le contrôle du type surveiller les collaborateurs, mais plus être dans de la coordination, donc leur donner les objectifs clairs et précis afin de les guider dans l'accomplissement de leur mission. Donc, lorsqu'on n'avait pas ce type de contrôle-là, on pouvait être très vite donc dans une situation de perte de repères, voire de perte de sens par rapport à notre travail. Donc, c'est un vrai défi, donc un enjeu, c'est comment donc mettre, où est-ce qu'on met le curseur concrètement donc entre la confiance et le contrôle. Ce qui nous amène aussi sur une autre problématique que nous, on avait constatée, c'était le lien qu'on avait entre la flexibilité et ce qu'on appelle l'autodisciplinarisation. En gros, dans cette étude-là, on constatait que puisque le travail était invisibilisé et que les individus ne pouvaient pas être contrôlés par leur manager, il y a eu un déplacement de ce contrôle effectué traditionnellement par les managers, dans cette disciplinarisation, vers eux-mêmes. Donc, ils étaient dans un schéma vraiment d'autocontrôle, d'autodiscipline stricte, donc qui les poussait à pouvoir mettre en place différentes différents types de mécanismes, donc réaliser des heures supplémentaires, par exemple, étaler leur temps de travail tout au long de la journée, ou encore, on va dire, mêler un petit peu leur vie professionnelle avec la vie privée, puisqu'ils vont avoir tendance à vouloir se surpasser afin de pouvoir prouver en permanence leur investissement à distance. Donc, bien évidemment, il y a un impact et des difficultés qui vont toucher justement cet équilibre-là qu'ils vont avoir entre les deux sphères de vie. Ce qui nous amène à pouvoir donc, donner quelques pistes. Donc, c'est des pistes de réflexion, bien évidemment, et donc, qui ne sont pas propres à un tel type d'entreprise, mais qui amènent justement les organisations à pouvoir mieux accompagner, voire encadrer ce dispositif-là. Donc, fournir un cadre de travail conforme, c'est-à-dire que déterminer avec le collaborateur concrètement dans quel cadre il souhaite justement avoir recours à ce dispositif-là et surtout si ces missions sont compatibles à cet effet-là. Donc, ce qui permet justement, par exemple, dans le cadre du télétravail, de déterminer, ou dans le cadre de la semaine de 4 jours, quel jour il peut avoir comme jour de repos et sur quel reste de la semaine il va pouvoir concentrer son travail afin que cela puisse être coordonné au sein de l'équipe et de l'organisation pour qu'il y ait quand même cette synergie-là. Et enfin, donc un management intermédiaire orienté vers le contenu du travail, c'est-à-dire les tâches, certes, mais aussi vers donc, la dimension humaine. Puisque ce qui ressortait de ces études-là, finalement, c'était que le côté vraiment relationnel était délaissé au détriment justement de la productivité vraiment et des résultats chiffrés. Donc, ça serait ça les 3 grandes pistes de réflexion, mais on y reviendra en détail, notamment sur la 3e partie sur le bien-être, qui, selon moi, englobe en fait les différents aspects qu'on abordera en guise de conclusion sur donc les différentes recommandations un peu plus en détail. Donc, on arrive justement à terme de cette présentation sur la première partie qui suscitera peut-être donc des interrogations de votre part. Donc, voilà, c'est notre petit temps d'échange afin de pouvoir recueillir aussi vos avis avant de pouvoir continuer sur le point 2. Donc, je ne sais pas si vous avez des remarques, des petites questions, des interrogations à ce stade. Oui. Alors, pas forcément, ce n'est pas une obligation. Ah oui. Oui, la question qui a été posée est de savoir si les services de santé au travail sont mécaniquement sollicités pour, par exemple, la mise en place du télétravail. Alors, pas forcément. En réalité, il n'y a pas d'obligation formelle. Si on se penche un petit peu dans le code du travail, ce n'est pas une obligation qui est faite mécaniquement. Alors, le CSE peut être lié à la prise de décision, les partenaires sociaux également, lorsque la mise en place du télétravail résulte
d'un accord collectif. Donc, il y a quand même un dialogue qui est établi, qui permet un consensus et d'échanger autour de ces questions et de l'incidence que ça peut avoir en termes de santé, sécurité au travail. Mais sinon, non, il n'y a pas d'obligation formelle imposée. Donc, ma question porte sur la semaine de 4 jours. Est-ce que ça suppose que ça concerne l'organisation dans son ensemble, hein, c'est-à-dire l'entreprise va travailler sur 4 jours et non pas 5, ou est-ce que c'est aussi accessible pour euh, euh, envisager que certains salariés soient sur 4 jours et d'autres sur 5, ce qui, à mon avis, en termes de communication, peut être délicat. Oui, alors c'est tout à fait envisageable. En fait, la semaine de 4 jours, il existe autant de versions de la semaine de 4 jours que de souhaits de mettre en place la semaine de 4 jours. On distingue déjà semaine de 4 jours, semaine en 4 jours, selon qu'elle va s'accompagner ou pas d'une je crois que vous ne m'entendiez pas. Oui, oui, d'une compression du temps de travail. Parfois, il y a un aménagement du temps de travail à la clé. Parfois, cet aménagement, cette réduction du temps de travail, elle va s'accompagner également d'une réduction au prorata de la rémunération. Parfois pas, il y a un maintien de la rémunération. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la version de la semaine de 4 jours, il est tout à fait possible de laisser à certains la possibilité de basculer sur un temps de travail hebdomadaire de 4 jours, organisé sur 4 jours, là où d'autres ne le souhaiteraient pas. Alors, là où ça va prendre une tournure différente, c'est si, et là ça rejoint peut-être votre question, Sylvie, mais si l'entreprise souhaite fermer et n'ouvrir que sur 4 jours. Là, la décision va de fait s'imposer aux salariés qui n'auront pas le choix. On en reviendra à la question de l'acceptation ou pas d'une modification du contrat de travail, même si dans cette hypothèse-là, si la durée du travail n'est pas touchée, si on modifie euh, quantitativement et pas qualitativement la durée du travail, il n'y a pas l'obligation formelle de solliciter l'accord express du salarié. Donc voilà, gardez bien à l'esprit que la semaine de 4 jours, il y a beaucoup de possibilités. Lorsque on ouvre cette possibilité, l'idéal, c'est d'en passer par la négociation d'un accord collectif qui va permettre non seulement d'envisager les conditions et modalités de mise en œuvre de la semaine de 4 jours, éventuellement les critères d'accessibilité à la semaine de 4 jours. Il y a énormément de critères d'éléments que vous allez pouvoir cerner, par exemple le choix du jour chômé au titre du jour qui est jour travaillé qui est supprimé. Il y a toute une ingénierie de la semaine de 4 jours à concevoir dans le cadre d'un accord pour sécuriser justement la mise en œuvre de la semaine de 4 jours. Voilà. Moi, je rebondissais un tout petit peu sur la première question, pas dans le cadre santé, mais plus dans le cadre matériel. Les obligations légales et le cadre légal pour l'indemnisation du télétravail. De tête, ce n'était pas une obligation qui est une indemnité financière, mais qu'en est-il, enfin, de fournir le matériel et potentiellement d'indemniser l'utilisation du matériel personnel? Oui, alors c'est une question qui revient souvent et qui préoccupe beaucoup les entreprises. Alors, il y a effectivement, première question, la question de la fourniture du matériel. Dans quelle mesure l'employeur va devoir mettre à disposition de son salarié le matériel adéquat pour fonctionner. Alors là, il y a une obligation de ce point de vue-là, puisqu'il est censé mettre à disposition du salarié les moyens de travail pour qu'il puisse accomplir normalement ses fonctions et les tâches qui lui incombent. La question, elle est peut-être plus intéressante du point de vue des frais qui vont être engagés par le salarié dans le cadre de son télétravail, le fait qu'il travaille depuis chez lui, donc potentiellement il va devoir allumer les lumières, laisser le chauffage allumé là où il avait tendance à le réactiver à compter de 18 heures, qu'il va devoir utiliser sa ligne téléphonique personnelle éventuellement ou sa ligne Internet. Là, la question n'est pas formellement résolue puisque l'ANI de 2020, l'accord national interprofessionnel, prévoyait cette obligation-là, qu'on ne retrouve pas formellement dans le Code du travail.
En revanche, on peut analyser cette question sous l'angle du remboursement des frais professionnels. À partir du moment où les frais sont réputés engagés pour les besoins pour les besoins de l'activité et dans l'intérêt de l'employeur, on analyse ça en frais professionnels. Donc, il incombe à l'employeur de les prendre en charge, ce qui peut donner lieu au versement, effectivement, qui doit donner lieu, mais c'est assez insidieux. Enfin, il n'y a pas véritablement de réponse dans le Code du travail, mais effectivement, ça peut donner lieu à un remboursement de frais professionnels sous forme éventuellement d'une prime qui peut être calculée. Donc là, idéalement, il faut que ce soit prévu dans un accord collectif pour cerner si c'est une prime forfaitaire. Là, c'est très difficile d'envisager un paiement au réel en fonction de l'utilisation qui est faite, par exemple, de la ligne Internet ou l'électricité. Donc, généralement, ça se règle par le versement d'une prime forfaitaire au titre des frais engagés dans ce cadre-là. Et à partir du moment où ce sont des frais, haute précision, à partir du moment où ce sont des frais professionnels, c'est exclu de l'assiette de cotisation. Je ne sais pas si ça répond à votre avis. Oui. 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 Moi, ma question, ça va porter sur un peu l'avenir du télétravail en France. Je ne sais pas si vous... Bah, ouais. Je sais pas, là c'est bon, ouais. Oui, ma question, ça va porter sur l'avenir du télétravail en France. On sait qu'il est menacé aux États-Unis directement. Est-ce que vous avez l'impression en France qu'on est à l'équilibre ou enfin, voilà, que les entreprises ont trouvé une forme d'équilibre, les salariés aussi? Enfin, voilà, c'est un peu avoir votre ressenti là-dessus. Et je peux peut-être oui, apporter quelques éléments de réponse. Dans les enquêtes récentes qu'on a pu voilà, constater, donc nationales, c'est que le travail hybride est vraiment prisé, donc apprécié par les collaborateurs du fait de justement cette possibilité de pouvoir avoir l'équilibre, donc de concilier la vie professionnelle et la vie privée, et surtout la productivité qu'on a pu constater. Donc c'est vrai que comparé par exemple aux pays nordiques, donc en Europe, c'est relativement moins important en matière de fréquence de télétravail, mais c'est devenu même un moyen justement d'attractivité aujourd'hui auprès des jeunes populations et de fidélisation en interne et de négociation aussi, en fait, puisqu'il y a eu de plus en plus d'accords qui allaient dans ce sens-là. Donc moi, je pense effectivement, au vu des résultats qu'on a pu voir des différentes enquêtes, qu'il y a un avenir. Après, voilà, l'équilibre reste relativement peut-être faible parce que là, pour le moment, dans la plupart des accords, c'est 2 jours maximum par semaine dans certains secteurs. Donc c'est vrai, comparativement donc, aux pays qui étaient vraiment développés, ce sens, on reste un peu plus limité. Mais je pense que voilà, ça s'ancre dans nos pratiques et ça restera, puisque ça a été prouvé que c'était source de productivité, donc avantageux pour l'entreprise également. Oui, et puis c'est assez. Il y a une forte demande qui est générationnelle aussi. Je pense que les jeunes générations sont peut-être plus demandeuses que les anciennes générations. Donc il y a cette disparité, mais dans les rapports qui sont publiés sur la question, on s'aperçoit qu'effectivement, et c'était un des sujets qui nous a mené un petit peu à la question de la flexibilité organisationnelle, c'est une vraie demande et aussi et surtout, c'est une condition parfois de l'engagement des salariés. C'est une condition pour les conserver aussi. On l'a vu avec Ubisoft, lorsque Ubisoft est revenu sur les conditions du télétravail, beaucoup de salariés sont alertés et voilà, on voit l'incidence que ça peut avoir dans les conditions de l'engagement des salariés. Et c'était le cas aussi récemment avec Amazon qui avait annoncé le retour en présentiel de ses collaborateurs et ça a suscité quand même une vague donc, de désengagement quand même. Et puis il y a un impact derrière en fait sur le bien-être quand on a pris cette habitude-là de pouvoir avoir 1 ou 2 jours de flexibilité pour mieux s'organiser et d'un coup de changer de fonctionnement et de revenir sur site. Donc c'est vraiment une réelle problématique et je pense que les entreprises sont conscientes que c'est un outil aussi pour pouvoir fidéliser et attirer des jeunes talents. Donc, à mon avis, voilà, sur un rythme relativement équilibré, ça sera maintenu. On va peut-être passer. Oui. Sur les jeunes, alors parce que moi j'entends des choses un peu différentes sur ça, ou peut-être sur les très jeunes, parce que comme vous le disiez très bien, ça engage des frais aussi, même chez soi, il faut avoir un lieu
assez confortable quand même pour pouvoir travailler. Et j'entendais aussi que certains jeunes, jeunes étudiants, jeunes diplômés, ne sont pas forcément très friands de ça parce qu'ils ont un petit studio et qu'ils ne se voient pas non plus télétravailler. Ou alors, ce que j'ai l'impression aussi, c'est qu'ils attendent du télétravail, mais quand ils souhaitent. C'est-à-dire, voilà, j'ai besoin d'un jour de télétravail parce que je veux partir en week-end, mais je ne veux pas poser un congé le vendredi. Est-ce que je peux télétravailler, mais pas forcément de manière fixe. Donc, encore plus d'individualisation. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une si forte demande que ça chez les jeunes, très jeunes en tout cas. Peut-être qu'à 30 ans, c'est encore jeune, hein, 30 ans. De mon point de vue, c'est même très jeune. Mais 30 ans, peut-être c'est différent parce qu'ils sont installés, etc. Mais chez les plus jeunes, en termes d'attractivité, je crois que certains, ça les rebute aussi un peu. Ça dépend du logement qu'ils ont. En fait. Oui, non, mais complètement. Après, il y a d'autres types de flexibilité, enfin, qui s'apparentent au télétravail, le nomadisme techniquement aussi, qui peut se négocier. Bon, enfin, c'est pas, peut-être pas le plus régulier et récurrent dont on en entend parler, mais ça peut être très bien adapté à ce type de profil. Mais effectivement, quand on parlait de jeunes, c'est pas du coup à ce niveau donc de jeunes étudiants de la tranche de 20-25 ans. Oui, voilà, exactement. Donc, c'est plus peut-être les personnes qui sont engagées dans la vie active assez longtemps et qui ont peut-être cette demande par rapport à la situation familiale. Donc, c'est pour ça que dans l'étude récente, c'est de plus en plus de femmes ont recours à cette demande-là aussi pour mieux s'organiser du fait de leur vie familiale et de ce rôle qu'elles ont en supplément. Donc, ça dépend vraiment. C'est vrai que c'est relatif. Voilà. Oui, et puis je pense que, enfin, là, c'est mon intuition qui parle, mais les plus jeunes sont peut-être aussi dans une phase de découverte de la vie active avec un besoin d'apprentissage, un besoin de découvrir, voilà, de se confronter au monde du travail, au développement justement enfin, une montée en compétences. Et c'est effectivement plus simple lorsqu'on est en présentiel plutôt qu'en distanciel. Donc, oui. Bien sûr, ouais. Non, mais c'est vrai, on a tendance à cultiver l'intérêt de la flexibilité organisationnelle et de certains dispositifs. Certains y sont réticents et pour des raisons, finalement, on envisage en filigrane. Donc, Donc, on va passer au point 2, donc il va porter plus. Oui, on reviendra aux questions. il y aura Donc, 2 autres temps, en fait, à chaque fin de. il y avait une question. Ok. Donc, peut-être plus sur le maintien du lien social, donc qui vient en continuité finalement du suivi du temps de travail et de la charge de travail. Donc, pareil, un petit focus justement sur une étude qui avait été réalisée justement sur le maintien et le renforcement du lien social. Donc, dans cette étude-là, ce qu'on a pu mettre en avant, en évidence, en lumière, c'était que l'importance du management. Donc, contrairement donc, à un style de management qui va être axé sur le contrôle, mais vraiment des résultats chiffrés et de la surveillance accrue, on va avoir un style de management bien adapté justement à la distanciation qui avait été développée donc, par des chercheurs, donc notamment de l'IGR. Donc, c'est le mode e-communicationnel, donc qui va vraiment mettre la confiance, la qualité de vie au travail et la proximité au centre donc, de l'action et des pratiques managériales. Donc, l'idée, c'est de co-construire l'identité de l'équipe ensemble, c'est-à-dire avoir des valeurs communes partagées au sein de l'équipe afin qu'on puisse se sentir appartenir à un collectif. Une souplesse, notamment quant au temps de télétravail. Donc, tout à l'heure, Clément parlait plutôt de la semaine de 4 jours où on avait cette possibilité peut-être de choisir notre jour justement d'absence ou plus, on va dire, de repos et les jours sur lesquels on peut concentrer notre travail. C'est valable également pour le temps de télétravail. On peut donc discuter, envisager cette flexibilité-là sur les jours envisagés, les horaires de télétravail. Donc, cette souplesse est ancrée dans ce type de management. La considération de l'équilibre vie pro-vie privée et enfin la communication hybride, c'est-à-dire qu'il faut dédier un temps de communication essentiel dans le cadre du présentiel avec des outils adaptés ainsi qu'à distance, puisqu'on peut être amené à avoir des équipes dont la moitié sont à distance pendant que les autres sont en présentiel, inversement. Donc c'est vraiment dans cette optique-là, puisque c'est un mode qui a été vraiment pensé pour le management dans le cadre d'un contexte de distance et bien évidemment viser la convivialité. Donc, en plus de ce style donc de management-là, les expériences communes qu'on peut avoir au sein d'un collectif de travail, le fait qu'on puisse partager donc, des temps ou des valeurs communes, des histoires, par exemple, typiquement l'exemple du confinement, ça a pu rapprocher certaines personnes puisqu'elles ont découvert, donc il y avait des similitudes, que ce soit sur la partie perso comme professionnelle, peut engendrer ce qu'on appelle de la proximité psychologique. Donc, cette proximité psychologique-là est vraiment essentielle derrière pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance au collectif, à l'organisation,
pour qu'il y ait une profondeur dans la relation, donc la qualité de la relation à la fois avec le superviseur, mais aussi entre les collègues. Et enfin, ça engendre des comportements de citoyenneté organisationnelle, c'est-à-dire lorsqu'on a cette sensation d'être proche psychologiquement de notre collectif, on peut justement s'entraider plus facilement, on est plus productif, on est plus bienveillant les uns avec les autres. Donc c'est vraiment un modèle qu'on a pu mettre en avant dans cette étude-là qui explique justement l'importance de la proximité psychologique dans le maintien, voire la construction du lien social. Et donc, à l'issue de ça, bien évidemment, on a pu proposer toujours en fait des pistes de réflexion donc, en fonction de 3 entreprises à peu près du secteur tertiaire qu'on a pu suivre et qui peut donc vous permettre à vous aussi d'avoir une idée justement de réflexion sur les pratiques pour accompagner ce dispositif-là. Donc, développer des formations adaptées au management en situation à distance. Bien évidemment, comme vous avez pu voir, c'était un style qui a été pensé uniquement sur des situations à distance. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser et de parler de ces dispositifs-là auprès des managers, puisque eux aussi sont directement en relation avec les collaborateurs. Donc, c'est important qu'ils puissent être au courant des risques, mais également des actions, justement, pour pouvoir mieux accompagner. Donc, adopter des modes de communication propices au contexte professionnel, typiquement, quelle communication? Est-ce que on communique pour transférer des informations, pour mieux coordonner le travail ou tout simplement pour juste susciter donc, une cohésion et une dynamique collective ou non? De quel outil on a besoin concrètement? Donc ça, ce sont également des éléments à pouvoir déterminer et accompagner dans la construction d'une proximité psychologique. Donc ça, c'est vraiment pour cultiver le sentiment d'appartenance qui est vraiment essentiel par la suite donc dans les équipes et penser la cohésion de groupe autrement. Donc ça s'est fait, bien évidemment que c'est dans un contexte hybride où il y a de la distanciation. Il y a eu des entreprises qui ont été créatives à penser justement ces temps de cohésion à distance, en visio. On peut très bien et puis penser peut-être aussi tout ce qui est temps d'activité collective, de cohésion de groupe en présentiel, puisque bien évidemment, l'idée, c'est de moins fixer un jour qui permet de réunir donc, les individus de l'équipe afin qu'ils puissent quand même avoir ce lien. Donc, ce sont également donc, des pistes sur lesquelles on peut s'appuyer pour échanger afin de pouvoir avoir plus de précision par la suite. Donc, je laisse Clément donner son regard juridique. Effectivement, sur la question de la distension du lien social, on peut, je crois, envisager la problématique sous différents angles juridiques. Le défi étant, là encore, le maintien du lien social et de la cohésion de la collectivité de travail. Euh, alors, plusieurs possibilités pour plusieurs points problématiques. Le premier est, je crois, le risque de générer des disparités entre salariés, notamment entre les bénéficiaires, ceux qui vont bénéficier effectivement des dispositifs et ceux qui ne vont pas pouvoir parce qu'ils ne le souhaitent pas ou parce qu'ils ne peuvent pas. Là, je pense notamment à l'impossibilité pour ceux qui n'exécutent pas de tâches télétravaillables d'accéder au télétravail. Ils ne vont pas pouvoir et donc ça va créer forcément un déséquilibre dans les relations entre salariés. Alors là, ce problème, on peut le régler de façon assez simple en mobilisant le principe d'égalité de traitement que vous connaissez peut-être et qui consiste à interdire les différences de traitement injustifiées entre salariés. Alors, si on revient un petit peu sur ce principe, c'est une lecture extensive de l'article L3221-2 qui prévoit l'impossibilité pour l'employeur de prévoir justement une rémunération distincte entre les femmes et les hommes. De ce principe d'inégalité de traitement, de déséquilibre du salaire entre hommes et femmes, on a tiré un principe plus général à travail égal, salaire égal, avec une jurisprudence Ponsol de 96, pour finalement aboutir à ce principe général qui ne concerne pas simplement le rapport entre femmes et hommes, qui ne concerne pas simplement le salaire stricto sensu, mais qui concerne, au-delà de ça, toutes les conditions de travail envisagées dans leur ensemble. Ce qui nous permet justement de mettre les salariés par principe sur un pied d'égalité au regard du bénéfice de ces dispositifs. Alors,
L'incidence pour l'employeur, ça va être justement d'assurer un traitement équitable des salariés en matière d'opportunités, d'avantages, de conditions de travail, parmi lesquels justement le bénéfice de ces différents dispositifs. Si on s'aperçoit que les salariés n'ont pas accès à des avantages considérés comme des avantages collectifs, ça crée de fait une disparité qui peut justifier la saisine du conseil de prud'homme. Alors, si on souhaite anticiper un petit peu cette problématique-là, ça peut tout à fait et assez simplement passer par des leviers et des outils. Premier point qui est absolument indispensable, ça va être notamment de bien identifier les critères de sélection qui vont permettre à certains salariés, plutôt qu'à d'autres, de bénéficier de certains dispositifs. Là, ça suppose de les cerner au plus près en considération, par exemple, des fonctions qui sont occupées, les tâches. Là, je fais référence, par exemple, aux tâches qui sont télétravaillables et à celles qui ne le sont pas. On peut prendre nos distances un peu avec le télétravail et cerner, par exemple, les conditions d'accès au congé de respiration, ce qui va justifier qu'un salarié puisse bénéficier d'un congé de respiration, la qualité de son projet, finalement. Est-ce qu'il a vocation à apporter des valeurs jugées compatibles avec les valeurs de l'entreprise? Bon, il y a possibilité justement de créer une fenêtre de sélection au travers de ces différents critères. Ces critères, nécessairement, ils doivent être objectifs. Sinon, ça perd un petit peu de son sens. Alors, vous pouvez assez facilement vous en remettre à l'ancienneté. L'ancienneté est un critère objectif qui va pouvoir justifier le choix de certains salariés plutôt que d'autres. Ça peut aussi dépendre du degré d'autonomie, évidemment. Ça peut également se justifier par rapport au statut du travailleur. Est-ce qu'il est en stage? Auquel cas, c'est plus difficile de concevoir cette distance, par exemple, avec le lieu de travail. Voilà. Ça pose un autre débat, en fait. Cette question de la différence de traitement, elle pose un autre débat, une question sous-jacente, celle de la nature de l'avantage que procure justement le bénéfice ou pas du télétravail, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dernièrement des entreprises accorder des primes aux salariés qui ne peuvent pas bénéficier du télétravail, comme une compensation d'un avantage auquel elles n'auraient pas droit. Alors ça montre déjà que la pratique tend à s'ancrer un petit peu dans le paysage du droit social notamment, mais ça montre que c'est peut-être un petit peu plus qu'un simple dispositif, c'est par-delà un avantage concurrentiel, mais c'est aussi un étendard qu'on cherche à valoriser et qui peuvent être justement mis dans la balance dans le cadre de négociations rémunération, justement. Certes, on ne peut pas bénéficier du télétravail, mais en revanche, on souhaiterait obtenir une revalorisation de notre salaire parce que, par exemple, on est amené à utiliser notre voiture là où les télétravailleurs ne sont pas amenés à utiliser leur véhicule pour venir sur leur lieu de travail. Donc voilà, ça peut faire l'objet de ces compensations. Autre point qui me semble intéressant lorsqu'on questionne le lien social et la distension du lien social, un problème qui est peut-être sous-estimé, c'est la difficulté à conforter une représentation collective et à générer des vocations. Alors là, j'entends notamment du point de vue de la représentation des salariés au sein du CSE, la représentation syndicale aussi dans l'entreprise. Mais il y a une vraie question, selon moi, de ce point de vue-là. La distanciation, elle a nécessairement une incidence sur les missions classiques des élus, et ça doit être devancé par les entreprises. Alors, si on s'en remet à la définition classique des missions du CSE et de la section syndicale qu'on retrouve dans le Code du travail, on apprend que le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés, que la section syndicale a pour mission d'assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres. Est-ce qu'elle est véritablement en mesure de le faire? Est-ce que l'effectivité de ces missions
est garantie, alors même que le salarié n'est pas ou est moins présent sur son lieu de travail. Ça suppose que les entreprises anticipent justement cette problématique, garantissent des passerelles entre les représentants des salariés au CSE, éventuellement garantissent des canaux de diffusion de l'information syndicale pour que les salariés puissent bénéficier effectivement de ce droit de représentation. Ça pose une autre question que je n'avais pas forcément envisagée au départ, notamment si on prend un exemple un peu caricatural, mais celui du full remote, où le salarié serait en 100% télétravail. On peut se demander si les élections présentent encore un intérêt de son point de vue, puisqu'il y a une forme de dépersonnification du vote lorsqu'on est amené à voter. Alors aujourd'hui, il y a des éléments matériels qui permettent de le faire. On peut voter via le vote électronique, mais quand on ne sait pas qui incarne justement la parole, qui incarne justement cette représentation, qui va représenter nos intérêts, c'est d'autant plus difficile et ça peut générer un véritable désengagement du point de vue des IRP. Donc ça, c'est, je crois, un sujet à garder dans un coin de sa tête. Enfin, dernier point, la question de la négociation collective. Là, c'est pareil, il est toujours question du lien social. Et l'idée, c'est d'envisager la négociation collective comme un moyen de fédérer autour d'un projet, autour de la mise en place d'un dispositif, parce que cette négociation collective, parce que, encore une fois, les représentants, enfin, les partenaires sociaux sont là pour porter la voix et les intérêts des salariés au travers d'une étiquette syndicale généralement. Ils vont pouvoir, les partenaires sociaux, créer une forme d'adhésion, une acceptation sociale et par ailleurs légitimer justement les différences de traitement lorsqu'ils vont être amenés à cerner les critères d'accession, par exemple, à certains dispositifs. Il y a une négociation, il y a un consensus à la clé. Ça permet justement de conforter et de renforcer le lien social au travers de cette activité, de cette représentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Peut-être en ligne? Ah, il y a une question. Bonjour. Je me pose la question de la notion de proximité psychologique. Qu'est-ce qu'on entend par proximité psychologique? Et c'est le fait d'être très empathique, compréhensif vis-à-vis de l'autre, ou c'est le fait d'avoir des valeurs, une personnalité proche? Et moi, ce qui me questionne par rapport à la notion derrière d'inclusion, ou dans cette notion d'inclusion, enfin de RH inclusive, on va aussi avoir de la diversité. Et la diversité, c'est aussi des valeurs et des personnalités différentes. Donc voilà, il y a cette ambiguïté-là qui me questionne. Dans le cadre de cette étude, la proximité psychologique dont on parle peut se présenter sous forme de proximité cognitive ou même au niveau justement des valeurs personnelles, le fait de pouvoir partager donc des similitudes dans notre vision par rapport au travail qu'un autre collègue, par exemple. Ça peut être aussi au niveau du passé, de notre parcours professionnel. Donc, c'est vraiment des éléments qui vont permettre justement de se rapprocher de notre collègue ou de notre manager et pouvoir s'identifier. En fait, c'est dans ce cadre-là lorsqu'on parle de la proximité psychologique. Très bonne question, effectivement. Donc, oui, sauf qu'en fait, l'idée, c'est que c'était des équipes déjà construites. Donc, on part sur des profils totalement différents. Donc, et c'est de ces études-là qu'est ressortie cette notion. Donc, finalement, c'est dans la diversité qu'on a pu voir qu'on pouvait partager, mais qu'à des instants précis, peut-être des contextes anxiogènes qui ont permis justement de pouvoir échanger plus et de se rendre compte qu'en fait, on se ressent beaucoup plus sur cet aspect-là. Et avant, en présentiel, on n'avait pas eu nécessairement cette opportunité-là de pouvoir échanger au point de pouvoir se rendre compte qu'il y avait voilà, une certaine proximité entre nous. Donc, on n'a pas besoin d'être physiquement proche pour pouvoir
ressentir une connexion avec l'individu à distance. Donc, c'était plus dans ce cadre-là que ça avait été observé. Merci, bonsoir. J'avais deux remarques ou témoignages. En fait, tout à l'heure, on a parlé de l'histoire des remboursements des frais, par exemple, hein. Et c'est vrai que dans les deux contextes que moi j'ai connus, on n'est pas du tout allé dans cette voie-là en considérant qu'en fait, c'était une option qui était proposée aux collaborateurs. Je ne sais pas si c'est parfois obligatoire, mais je ne pense pas, en fait, parce que effectivement, ce n'est pas le mode classique. Et si les gens décident d'être en télétravail, c'est plus pour leur confort personnel que pour d'autres raisons. Et donc, dans ce cadre-là, pas d'indemnisation. Il n'y a aucune indemnisation qui était prévue. Par contre, bien entendu, du matériel mis à disposition. Et je pense que c'est quand même de nature aussi à renforcer ces sentiments d'inégalité par rapport aux gens qui ne peuvent pas télétravailler, de se dire que non seulement les gens ne payent pas leur trajet pour venir, mais si en plus on doit les payer parce qu'ils ont du chauffage à payer alors qu'ils ont choisi délibérément de rester chez eux, bon, ça l'affiche quand même un peu mal, quoi. Et l'autre point que je voulais aborder, et je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler, c'est on parle beaucoup de la semaine, enfin, on en a beaucoup parlé, on en parle un peu moins de la semaine de 4 jours, mais je suis étonnée qu'on veuille plaquer en fait des modèles pour toute une population, parce qu'en fait, je pense qu'à différents moments de la vie, on n'a pas du tout les mêmes envies. En fait, on peut avoir envie parce qu'on est jeunes parents peut-être ou parents d'enfants scolarisés d'avoir son mercredi pendant un moment. Puis après, on a des enfants qui sont plus grands, peut-être qu'on a moins ce besoin-là et on a peut-être plus besoin de gagner de l'argent parce qu'ils ils font des études coûteuses. Et donc, je suis étonnée qu'on n'ait pas plus de dispositifs flexibles finalement, de dire, bah, un moment de ma vie, je veux beaucoup travailler, un autre moment, je veux moins, et je privilégie plutôt le fait de gagner plus d'argent en fait. Oui, alors pour revenir sur la première question, effectivement, on s'aperçoit dans la pratique que le remboursement de frais est inopérant parce qu'on a l'impression, et là je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que le télétravail puisse en lui-même être envisagé comme un avantage. Alors ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en l'occurrence, il n'y a pas d'obligation formelle. Le code du travail, si on pioche dedans, il ne nous dit pas que l'employeur doit rembourser les frais d'électricité. Par contre, vous avez des recommandations, des questions-réponses, notamment de l'URSSAF, où il est précisé que, in fine, ces frais peuvent être considérés comme des frais professionnels engagés par le salarié en raison de son activité professionnelle pour les besoins de l'entreprise. Et à partir du moment où on a mis ces mots-là sur les frais qui sont engagés par le salarié, normalement, ils sont assimilés à des frais professionnels. Ils devraient être envisagés comme tels et faire l'objet d'un remboursement exonéré de cotisations sociales par ailleurs. Après, il y a toujours la théorie, la pratique, et c'est vrai que c'est difficilement audible, notamment pour ceux qui ne peuvent pas en bénéficier. Il y a cette réalité-là qui peut-être mène les entreprises à exclure cette possibilité, la prise en charge des frais. Alors certaines le font, c'est-à-dire vont prendre en charge notamment l'assurance, une partie de l'assurance habitation. Je crois qu'il est même possible de prendre une partie des taxes. De la taxe d'habitation ou autre. Donc, certains accords vont très loin en considérant véritablement que le lieu de télétravail, le domicile est un lieu de travail à part entière. Donc, c'est des possibilités qui sont ouvertes. Voilà. Après, voilà, pas d'obligation. On s'aperçoit dans la pratique que la plupart des entreprises ne prennent pas en charge, ou très peu, ou certains frais, justement, avec une petite prime, une petite contrepartie financière forfaitaire. Pour votre deuxième question, effectivement, c'est un des défis, c'est-à-dire parler au travers de ces outils à un maximum de salariés. Et on l'abordera peut-être en conclusion, du moins j'avais ça en tête, de l'aborder, le fait que ces outils, ils sont finalement plus convaincants lorsqu'ils opèrent sur la base du volontariat. Et ça, c'est une réalité, c'est-à-dire lorsqu'on contraint, et c'est parfois le cas, mais difficilement envisageable pour le télétravail. Le télétravail, on s'aperçoit qu'il n'a jamais été aussi mal vécu qu'à la période Covid, lorsqu'on était tous contraints de rester chez nous et de travailler depuis notre domicile. Et pour rebondir sur ce que disait Anne tout à l'heure, forcément, lorsque le télétravail
peut être mobilisé spontanément parce que on a un mal de tête, parce que on a notre enfant qui est malade et qu'il reste à la maison parce que il y a toutes ces petites contraintes de vie qui sont là. Là, ça fait peut-être plus sens et c'est plus simple de véhiculer ce message-là et de faire du télétravail un outil rassembleur d'une certaine manière. Je sais pas si peut-être tu veux rebondir. Bah, c'est typiquement en lien avec ce qu'on va dérouler par la suite, puisque justement on présente les effets que le télétravail va pouvoir avoir sur le bien-être, notamment en revenant sur une étude où ça avait été fait sur le confinement et après également. Donc c'est typiquement dans la lignée. Donc peut-être prendre d'autres questions s'il y en a. Oui, en ligne. Ouais. À distance. Une première question de Romuald qui dit: le télétravail des femmes n'est-il pas une source de charge mentale supplémentaire avec une part encore plus importante des tâches domestiques, donnant prétexte aux hommes de s'en dégager? Oui, bien sûr. Bah, cela dépend vraiment du contexte dans lequel c'était réalisé, mais là, ça me fait vraiment penser, par exemple, à la situation de contexte sanitaire où effectivement, il y avait une surcharge très, très, très élevée et justement qui a impacté donc l'épanouissement notamment des femmes qui avaient finalement un cumul de leur activité, notamment de leur familiale, du fait justement d'avoir eu des enfants donc, à la maison. Donc effectivement, dans ce sens-là, il y a pas mal d'études qui ont mis en lumière le fait qu'elles étaient plus à risque en situation de télétravail. Toutefois, aujourd'hui, donc voilà, dans un contexte où c'est un peu plus hybride, où on a cette souplesse de pouvoir choisir quand même donc notre télétravail, où c'est pas imposé ni subi, ça peut être justement une source de flexibilité pour mieux s'organiser, notamment. Oui. Bah oui, oui. Bah non, c'est pas le dispositif, c'est les conditions aussi qui sont autour, le contexte. C'est ça. Donc, ouais. Non, non, c'est pour les À nouveau, pour rebondir sur la question de madame, sur une intervention, il m'est venu en tête juste une question. Quand vous présentiez aux différentes périodes de notre vie, on a différents besoins. Moi, ça m'a directement fait penser au temps partiel, en fait. Donc, un accord entre l'employeur et l'employé, du coup, là, qui doit être obligatoirement d'un commun accord, demander un avenant au contrat, il me semble. Et donc, dans ce sens-là, puisque la semaine de 4 jours, vous nous indiquez que ça pouvait être assez flexible dans son organisation, quelle est la différence entre le dispositif de la semaine de 4 jours ou la semaine en 4 jours, je ne sais plus le terme, je crois qu'il y a les deux, et le temps partiel classique qui indique que sur un accord, tel salarié peut travailler 4 jours ou même 3 jours, enfin, en fonction de l'avenant qui a été prévu. Alors, sur la semaine, je vais parler de semaine de 4 jours parce que c'est le terme générique. En réalité, vous pouvez basculer sur la semaine de 4 jours sans toucher au temps de travail. Vous allez être amené à travailler un petit peu plus chaque jour. Alors, je prends un exemple concret, mais si vous travaillez 35 heures sur 5 jours, vous êtes amené à faire 7 heures par jour. On peut tout à fait envisager que vous basculiez dans le respect des durées maximales de travail à 4 jours et vous allez être à ce moment-là amené à travailler 8h45 par jour. Le compte est bon, c'est-à-dire que vous allez travailler plus, ce qui va poser une question du point de vue de la gestion de la charge de travail, parce que vous allez passer plus de temps. Est-ce que vous allez pouvoir, à ce titre-là, composer avec les charges de famille? Est-ce que ça ne va pas vous contraindre à cet effet-là? Et si vous aviez l'habitude d'aller chercher vos enfants à l'école, ça peut effectivement être mal perçu. Mais en tant que tel, la semaine de 4 jours, il n'y a aucune règle à proprement parler dans le code du travail qui est consacré justement à la semaine de 4 jours. On compose avec l'existant, avec les règles classiques, mais si vous respectez les durées maximales de travail, les temps de repos, vous pouvez par exemple compresser le temps sur 4 jours. La question sera différente si la réduction, enfin la compression du temps, de la durée hebdomadaire de travail sur 4 jours s'accompagne d'une réduction du temps de travail. Et là, on en revient justement à ce que vous expliquiez. On doit à ce moment-là procéder par voie d'avenant pour prévoir justement la réduction du temps de travail.
oui, pour le coup, on serait effectivement sur un temps partiel. Et donc là, il y a une autre question qui va se poser. Est-ce qu'il y a modification du montant de la rémunération? Parfois, il y a réduction du temps de travail. On va rester, par exemple, sur 4 journées de 7 heures. Et donc là, on est vraiment sur une vision tout à fait améliorative de l'organisation du temps de travail avec maintien de la rémunération. Ça s'est fait beaucoup dans le secteur de la restauration au lendemain du Covid, où il y avait beaucoup de difficultés à recruter. Certains restaurants, du coup, ont fermé une journée, ont ouvert leurs portes sur 4 jours avec une réduction du temps de travail, enfin, une durée qui était proportionnelle et maintien de la rémunération. Une autre question dans le chat de Loïc qui dit concernant la responsabilisation du salarié que vous évoquiez, Clément. Donc, la responsabilisation des salariés les uns vis-à-vis des autres est-elle une interprétation ouverte par le texte que tu citais dans une logique de vigilance partagée des salariés les uns vis-à-vis des autres? On pourrait l'envisager comme tel. L'obligation de sécurité du salarié, elle vise la responsabilité du salarié par rapport à sa santé et celle de ses collègues. Donc, alors je ne sais pas si c'est l'hypothèse et le cas de figure que Loïc a en tête, mais si l'un des salariés a connaissance d'une situation de surcharge de travail de l'un de ses collègues qui travaille en télétravail, par exemple, il doit effectivement le reporter. Il en va de son obligation de sécurité. Je ne sais pas si c'est. Mais il y a effectivement cette logique de responsabilisation qui joue pour l'employeur, forcément, pour le salarié lui-même, vis-à-vis de sa propre personne et celle de ses collègues. Et donc, on a justement une autre question de Sylvie qui nous dit comment les entreprises. Mince, j'ai eu une réponse, donc je ne vois plus la question. Comment les entreprises peuvent-elles détecter et accompagner les télétravailleurs qui ont tendance à se surengager, et notamment dans le cas de l'autodiscipline excessive? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a déjà une démarche d'anticipation, c'est-à-dire prévoir des outils qui vont permettre un reporting assez fiable des heures travaillées. Il y a des outils qui permettent la déconnexion, par exemple, des outils type boîte mail ou autre. Passé une certaine heure, vous n'avez plus la possibilité d'accéder à votre boîte mail ou autre. Donc ça, ce sont des moyens techniques, numériques qui permettent justement de donner de la contenance et un véritable sens au droit à la déconnexion, puisque, in fine, c'est de ça dont il est question. Après, ce sera toujours difficile. Alors, il y a d'autres relais qui ne font pas intervenir des outils pratiques. Il y a la possibilité de prévoir des entretiens à des échéances plus ou moins rapprochées. Si chaque mois, vous prévoyez 15 minutes d'échange avec le salarié qui revient sur son travail pour savoir comment il fonctionne, si tout se passe bien, ça permet justement de conforter ce lien avec les managers. C'est peut-être à ce niveau-là aussi que le manager intervient, puisqu'il est là quand même, c'est le garant du lien, il a cette proximité-là avec l'équipe. Donc, à travers les entretiens réguliers et les échanges qu'il peut avoir, ça lui permet justement de constater si la personne elle est en situation de surcharge pour pouvoir recadrer également, pour mieux coordonner et guider l'individu dans la réalisation donc, de ses missions. Et c'est toute l'importance justement donc, du manager directement. Et ça peut être une fréquence prédéterminés en amont, donc des points donc hebdomadaires en fonction, donc si c'est des équipes ou individuellement, ça peut être tout simplement donc des échanges informels aussi qui peuvent très bien se faire en fonction de la proximité qu'il va avoir et développer avec du coup ses collaborateurs afin de pouvoir voilà, mieux ajuster justement la charge de travail et cette discipline qui peut vite prendre le dessus et puis créer du coup des conditions assez stressante finalement pour les collaborateurs. Donc vraiment l'importance du manager ce sens. Oui, c'est ça. On peut calquer un petit peu sur le mode de fonctionnement du forfait jour. On voit à quel point la jurisprudence est sensible justement au suivi de la charge de travail avec des contraintes effectives en termes de suivi de la charge de travail. Et on peut fonctionner un petit peu sur les mêmes bases. Alors, il y a la question des entretiens, il y a la question des modalités d'évaluation du travail. Ça peut être justement par l'intermédiaire de petits comptes rendus qui nous permettent
de juger au plus près ce qui a été fait. Et, Oui. si on s'aperçoit que il y a un travail excédentaire qui a été fourni et que le travail qui a été fourni pouvait difficilement l'être au regard de la durée du travail de la personne, bon, ça permet d'identifier déjà cette problématique. Possibilité, par exemple, de créer un mandat de référent, enfin, quelqu'un qui va véritablement jouer ce rôle-là et qui va pouvoir être contacté et jouer ce rôle d'intermédiaire pour déceler les situations de détresse au travail. Et cela peut être une phase d'expérimentation aussi afin de pouvoir évaluer et ajuster en fonction justement des impacts que cela peut avoir sur le travail des collaborateurs. Donc, il y a cette expérimentation-là qui peut être mise en place. Donc, s'il n'y a pas de questions par la suite, on passe au dernier point, donc qui est finalement un lien en fait entre ce qu'on a pu voir, hein, suivi de la charge de travail et maintien du lien social. Ah, ça fonctionne plus. C'est bon? Super. Donc, sur la promotion du bien-être au travail. Donc, on revient justement pour faire le lien avec votre question, justement, sur une situation où le bien-être a été subi, donc imposé, et puis d'un autre côté, où on a la possibilité de choisir notre dispositif de flexibilité. Est-ce qu'on a donc le même impact? Donc là, c'est une étude qui avait été réalisée donc, sur une situation justement de crise sanitaire où on demandait aux individus donc ce qui représentait leur bien-être de manière subjective, puisqu'on peut évaluer également le bien-être de manière objective, donc à travers donc, des chiffres et puis les relations qu'on peut en déduire sur les différents impacts sur le bien-être social, professionnel, cognitif, etc. Et là, l'idée, c'était de leur donner pardon, la parole afin qu'eux puissent déterminer. Et dans les résultats qu'on a pu avoir, justement, on a pu constater que les personnes qui étaient donc, en situation de fort bien-être en présentiel, accordaient beaucoup plus d'importance à la dimension relationnelle et surtout avaient des métiers à vocation donc humaine en fait qui nécessitaient une proximité directement sur le terrain. Et le fait de les avoir placés en télétravail, automatiquement ils étaient en situation donc de mal-être social. Donc l'impact était beaucoup plus important sur la dimension sociale de leur bien-être et professionnel, qui nécessitait donc une montée en compétences par la suite, l'engagement, la satisfaction. Et inversement, ceux qui percevaient justement un bien-être très élevé en télétravail étaient des personnes qui avaient, donc même avant cette situation de crise sanitaire, une aspiration donc, importante par rapport donc, à la possibilité de pouvoir avoir plus de souplesse, de liberté de s'organiser et l'autonomie. Donc, ça nous permet justement d'avoir déjà une tendance globale donc, de l'appréciation du bien-être en dehors donc, de la question du télétravail et comment cela est vécu une fois qu'on a cette possibilité-là de pouvoir avoir ce dispositif de flexibilité. Donc là, j'ai mis quelques exemples justement de verbatim qui montraient donc, des individus qui étaient en quête donc, plutôt de relations directement, interactions sociales dans le cadre de leur travail, qui étaient en situation plutôt de mal-être, et inversement, ceux qui étaient donc en recherche d'autonomie. Et ce sont donc, des résultats qui ont été valables puisqu'il y a un observatoire du télétravail qui a publié une enquête donc, récente, hein, finalement, il y a quelques mois, environ 6 mois, qui montre quand même que sur les 7000 personnes interrogées, 88% recherchaient toujours donc, cet équilibre et cette autonomie et demandaient donc, à avoir recours à ce dispositif de flexibilité qui est le télétravail pour pouvoir justement avoir donc, plus de liberté et de souplesse dans le cadre de leur travail. Donc, certes, ça a été réalisé dans un contexte vraiment de crise, mais ce sont également toujours donc, les aspirations donc, des individus aujourd'hui en ce qui concerne le bien-être. Puis peut-être une dernière illustration sur toujours l'importance du style de management. Donc sur cette étude-là, on a pu voir justement en questionnant, tout à l'heure Clément, il avait parlé des différents dispositifs et puis on parle de fréquence, donc de distanciation, où on pouvait être en full télétravail, par exemple, et en situation hybride. Donc là, c'était une confrontation entre les deux styles et pour voir justement quel était l'impact sur le bien-être. On a pu constater donc, que le style de management couplé donc, à la communication pouvait avoir un impact plus fort et positif donc, sur la dimension plutôt professionnelle, affective, cognitive et peu sur la sociale qui vient en dernière position. Donc, c'est vraiment beaucoup plus sur les aspects qui touchent donc, à la flexibilité, l'autonomie pour pouvoir monter en compétences et être plus engagé dans son travail. Alors que dans un contexte où on était plus en télétravail à 100%, l'impact donc
sera plus donc, négatif donc, sur la dimension affective, professionnelle et cognitive. Donc, ça nous a permis aussi de voir que peut-être que le modèle sur lequel il faut miser à l'avenir, comme vous avez dit tout à l'heure, madame, c'est donc tendre vers l'hybride plutôt que le full télétravail. Et ça, c'était des équipes qui étaient déjà en full télétravail avant donc, la situation de confinement. Donc, il y avait déjà cette habitude de travailler ainsi. Il nous a semblé intéressant d'avoir ce contexte des équipes qui avaient cette pratique ancrée dans leur mode de fonctionnement pour ne pas se saisir du contexte uniquement donc, de crise sanitaire. Ça nous permet donc de savoir que finalement, le management e-communicationnel participatif et donc peu de contrôle, notamment pour mieux coordonner l'activité, est la solution pour avoir un impact positif donc, sur le bien-être, notamment sur les 4 dimensions. Donc, et aussi, voilà, donc, on préconise bien évidemment, donc en plus des pratiques managériales et de la gestion qu'on a d'une équipe, peut-être aussi de tendre vers cette posture-là de ce qu'on appelle le leadership transformationnel, afin d'avoir un impact notamment sur les collaborateurs, pour les accompagner et tendre vers justement la construction d'une identité et du sentiment d'appartenance. Donc, être en tête d'une équipe n'est pas suffisante. Aujourd'hui, il faut vraiment se positionner et chercher à avoir un impact derrière afin de forger justement cette attache qu'il peut avoir avec l'organisation. Ce qui nous amène justement, donc là, c'est vraiment des recommandations pour faire le lien avec tout ce qu'on a pu voir d'un point de vue managérial, mais qui va se croiser un petit peu aussi avec donc, des recommandations que Clément avait donc, en tête, notamment en matière de droit, et qu'il précisera par la suite. Donc, l'idée ici, c'est de revenir en insistant sur le fait que c'est une responsabilité commune. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement co-manager, bien évidemment, que la focale, moi, dans mon regard managériel, c'est l'importance du manager, mais c'est aussi une responsabilité de l'organisation et des salariés. Donc, l'organisation, c'est typiquement l'élaboration des politiques claires et accessibles, donc communiquer sur le contenu afin que les individus puissent savoir donc, s'ils choisissent tel ou tel dispositif de flexibilité, quelles sont les conditions, quelles sont donc les modalités d'accès notamment, et comment cela s'applique concrètement dans le cadre de leur suivi par rapport au travail. Investir dans les outils nécessaires pour accompagner au mieux. Donc ça, on en a parlé typiquement des conditions matérielles, donc les outils numériques, et aussi peut-être voilà, la disponibilité, la ressource humaine qu'on peut avoir et le temps qu'on peut accorder aux collaborateurs. Donc investir sur ces éléments-là, accompagné par la formation, donc par rapport au nouveau rapport donc au travail, puisqu'il y a cette question de distanciation qui peut s'imposer, garantir et s'assurer de l'égalité d'accès au dispositif. Donc, on peut donc, se retrouver face à une situation où donc, certains collaborateurs peuvent avoir accès donc, au télétravail, tandis que d'autres non. Donc, l'idée, c'est quand même voilà, d'essayer de voir qu'il n'y ait pas un ressenti donc, de discrimination par rapport à l'accès, notamment à ce dispositif-là. Et peut-être que Clément saura mieux revenir sur les aspects légaux pour pouvoir cadrer cela, pour qu'il ne puisse pas y avoir justement d'inégalité à ce niveau et évaluer donc un impact du dispositif. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi une phase d'expérimentation. On expérimente, donc on évalue pour voir si cela a fonctionné. Donc en fonction de ça, ça peut être une évaluation objective par des enquêtes ou même donc, des entretiens dont il en a très, très bien parlé. Donc, et on ajuste en fonction pour voir si on teste d'autres scénarios qui fonctionneraient peut-être mieux à la fois pour le collaborateur, pour le manager, pour son suivi et aussi même pour l'entreprise tout simplement. Donc ça, ce sont donc des recommandations assez générales pour structurer le cadre du travail du point de vue de l'employeur. En deuxième position, bien évidemment, le manager, il faut qu'il sache adapter ses stratégies afin que cela puisse permettre de mieux accompagner le dispositif. Donc, s'assurer que les tâches soient bien compatibles, hein, bien évidemment. Est-ce que donc, ce sont des tâches qui s'apparentent justement qui peuvent être réalisées à distance ou pas? Est-ce qu'il sera en capacité de pouvoir tout condenser sur 4 jours plutôt que 5? Tout cela est à discuter, bien évidemment, en amont avec le collaborateur. Définir un cadre de communication. Donc ça, c'est des éléments qu'on a redits. Donc l'idée, c'est de résumer aussi pour que vous puissiez voir le lien avec les 3 sujets qu'on a pu aborder, que la communication est quand même centrale et la disponibilité, notamment du manager. Donc cette fameuse proximité psychologique dont je parlais également. Réguler la charge de travail dont on a parlé. Et enfin, considérer, bien évidemment, l'équilibre vie professionnelle et vie privée. Donc, c'est des éléments sur lesquels voilà, le manager doit mettre la focale dessus. Et bien évidemment, autonomie, contrôle, cette question d'autodisciplinarisation dont on avait parlé. Donc, en synthèse, c'est ce qu'on retient. Et
Pour terminer, bien évidemment, responsabilité partagée, donc il y a le rôle du salarié. Donc certes, on peut mettre en place donc, un cadre agréable avec des conditions, tout ce qu'il faut, mais il faut également que nous aussi, en tant que salariés, on puisse se mettre dans cette position-là de mieux vivre notre flexibilité. Donc si on a cette opportunité d'avoir ce dispositif-là et de pouvoir réaliser notre travail dans certaines conditions de souplesse, il faut savoir s'organiser, se fixer des limites également. Il parlait du droit à la déconnexion tout à l'heure, donc cette déconnexion, se fixer des horaires de travail afin de pouvoir mieux vivre justement son travail, communiquer régulièrement, donc ne pas attendre qu'on vienne vers nous nécessairement, mais pouvoir faire le pas également afin de pouvoir nous-mêmes se connecter à notre entreprise et du coup à nos collègues, maintenir donc ce lien-là avec l'entreprise bien évidemment et se former. Donc la formation n'est pas dédiée qu'aux managers et donc voilà, le collaborateur doit aussi avoir une certaine veille par rapport aux nouveaux outils afin de pouvoir mieux faire le lien, notamment dans le cadre de son travail ou tout simplement pour le côté lien social, construire les interactions qu'il peut avoir avec ses collègues. Donc globalement, voilà les trois recommandations par catégorie qu'on a pu proposer pour faire une synthèse, notamment dans le bien-être, puisqu'on considère que quand on parle de bien-être, il y a plusieurs dimensions sociales, professionnelles, cognitives, psychosomatiques, où ça vient impacter même tout ce qui va toucher au risque, par exemple, professionnel, les troubles musculo-squelettiques. Donc, c'est assez général et on estime que voilà, c'est la partie idéale en troisième position pour vraiment connecter tout ce qu'on a pu voir là. Donc, je laisse la parole à Clément pour rajouter une couche sur l'aspect juridique. Oui, alors pour terminer et pour abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit, la notion de bien-être au travail, c'est une notion qui est assez difficile à envisager du point de vue du droit du travail. Finalement, le bien-être au travail, c'est le résultat de ce qu'on vient d'envisager, c'est-à-dire le salarié connaîtra le bien-être au travail si l'employeur respecte les obligations qui sont les siennes, si il met en place un suivi du travail qui est respectueux des libertés individuelles, s'il contrôle charge de travail de sorte à éviter que ça dégénère et que le risque professionnel ne se concrétise. Et s'il parvient par ailleurs à consolider le lien social, à maintenir des liens avec les institutions représentatives du personnel, avec les délégués syndicaux, à gommer le risque d'inégalité entre salariés. Et c'est à ce prix-là que le bien-être au travail pourra être garanti. Ceci étant dit, forcément, quand on évoque la notion de bien-être au travail, le juriste que je suis essaye de catégoriser la chose et on en vient à évoquer la question de la qualité de vie et des conditions de travail, puisque la notion a muté. On parle plus simplement de qualité de vie au travail. Hein, c'est une notion qui a été déployée, qui maintenant comprend les deux aspects, qualité de vie et des conditions de travail. Alors, la question de la qualité de vie et des conditions de travail, elle est étroitement liée à la définition, à l'appréhension de la question de la santé-sécurité au travail, puisque au départ, quand on parle de santé-sécurité au travail, on parle principalement de l'aspect du corps humain et des atteintes au corps humain. Il y a un point de vue qui est strictement physique. Ça a évolué au début des années 2000, puisqu'on a intégré dans le champ de la santé-sécurité au travail la question de la charge mentale, de l'impact que peut avoir le travail sur la santé psychologique et mentale du salarié. Troisième temps de l'évolution, on a envisagé la question de la santé-sécurité au travail sur le long terme avec l'intégration des problématiques inhérentes à la pénibilité au travail. Et puis, donc, dernier temps, aujourd'hui, on s'intéresse à cette dernière tendance qui consiste à favoriser le bien-être au travail par la promotion de conditions optimales d'emploi. Donc, la question, la notion de qualité de vie au travail, elle a été consacrée véritablement par le législateur en 2015 et elle a donc évolué pour devenir qualité de vie et conditions de travail. Ça doit nous faire remonter à 2020, 2022 pour la mise en œuvre effective de la notion.
Alors, cette notion de qualité de vie et des conditions de travail, c'est finalement une sorte de traduction juridique des préoccupations liées au bien-être au travail, mais c'est aussi et surtout un cadre de négociation. D'accord. Quand on parle de qualité de vie et des conditions de travail, c'est une notion qu'on retrouve dans le Code du travail s'agissant des négociations, euh, d'une thématique de négociation obligatoire. Alors ça, on peut le retrouver à l'article L2242-1 qui nous apprend que l'employeur doit négocier à minima tous les 4 ans, si vous avez un accord de méthode qui aménage justement les conditions de négociation, en reprenant justement le thème de la qualité de vie et des conditions de travail. Alors, ce thème-là, il est associé à la thématique de l'égalité professionnelle et on retrouve toute une série de champs qui peuvent être traités dans le cadre de cette négociation obligatoire. Et parmi justement les thématiques de négociation qui peuvent être abordées dans le cadre de la qualité de vie et des conditions de travail, on retrouve une meilleure organisation et une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés. Je parlais d'évolution entre les deux notions, qualité de vie au travail et qualité de vie et des conditions de travail. C'est pas simplement voilà, une évolution terminologique, il y avait un parti pris, il y avait une ambition derrière tout ça. L'idée, c'était d'intégrer de nouveaux questionnements, notamment par rapport à la charge de travail, par rapport à l'intérêt du travail, par rapport aux questions d'autonomie, de coopération. Et ça a permis largement de donner une autre tournure à la qualité de vie au travail, puisque au départ, certaines entreprises voulant bien faire installer un baby-foot dans la salle de pause. On a tous et toutes, je crois, cette vision de la qualité de vie au travail qui est parfois un peu ancrée. Le fait d'associer la qualité et les conditions de travail, ça fait un rapport plus étroit avec le travail tel qu'il est véritablement exécuté, les contraintes véritables matérielles qui vont peser sur le salarié. Ça, voilà, ça donne un petit peu plus de sens. Ça permet vraiment de faire un trait d'union entre les conditions de travail et voilà, une ambition améliorative du droit du travail. Une fois qu'on a dit ça, on peut reconnecter assez facilement avec la question de la flexibilité organisationnelle parce que au travers des thématiques et de la notion de qualité de vie et des conditions de travail, on s'aperçoit que beaucoup des conditions et des ambitions de la flexibilité organisationnelle se retrouvent justement dans ce champ de négociation, puisque la flexibilité organisationnelle, in fine, elle permet d'améliorer l'organisation et les conditions matérielles, temporelles d'emploi. Elle a aussi pour ambition de repenser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elle a également, dans certains cas, l'ambition d'alléger la charge de travail. Alors, on peut donner l'exemple du temps partiel, oui, du temps partiel thérapeutique, de la retraite progressive, où là, on est vraiment sur un rapport quantitatif au temps de travail avec les ambitions qu'on vient d'évoquer. Et là où c'est intéressant, c'est que ça permet dans certains cas aussi de pallier des situations d'incompatibilité, par exemple, entre l'état de santé du salarié et la possibilité pour lui de se rendre sur son lieu de travail. Alors, parfois, le télétravail est envisagé dans les accords comme une possibilité pour les femmes qui connaissent des douleurs menstruelles. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que dans cette hypothèse précise, pour relayer par exemple les politiques publiques de santé, on autorise la femme ou d'autres salariés, on peut étendre, j'en parlais tout à l'heure, mais lorsqu'on ne se sent pas bien, on n'a pas envie de se mettre en arrêt de travail, c'est juste qu'on connaît un inconfort voilà, qui nous tient loin du lieu de travail, on peut envisager voilà, de déployer ces mécanismes. Ça permet aussi la question de la qualité. En fait, tout ça pour vous dire que la qualité de vie et les conditions de travail étant un thème de négociation, c'est le thème privilégié lorsque vous souhaitez en passer par la voie de la négociation collective. Vous pouvez négocier à ce titre-là
par exemple la flexibilité organisationnelle dans son ensemble, mais par exemple la mise en place du télétravail, le temps partiel thérapeutique. Vous pouvez cadrer, même si c'est un dispositif qui est assez largement bordé par le Code de la sécurité sociale, mais voilà, c'est le terrain propice justement à la négociation sur la flexibilité organisationnelle, même si ce n'est pas le seul, puisque la flexibilité organisationnelle peut également être envisagée sous d'autres angles. L'égalité professionnelle, je viens d'en parler, hein, la possibilité voilà, d'envisager le télétravail en relais lorsque la femme connaît des douleurs menstruelles. Ça peut être aussi envisagé dans le cadre de la gestion des emplois et des parcours professionnels. C'est le cas, par exemple, dans l'accord Orange sur le congé de respiration. C'est dans ce cadre précis, par rapport aux opportunités que peut offrir le congé de respiration à l'échelle d'une carrière, qu'est envisagé le congé de respiration. Nous arrivons à notre temps d'échange. Donc, s'il y a des remarques ou des questions. Par rapport à la flexibilité globale, en fait, j'entends pas beaucoup parler des horaires de travail. Moi, j'ai par exemple un client industrie agroalimentaire en 2-8 et des collaborateurs qui veulent plus du 2-8. Et ils ont réussi à mettre en place des binômes de celui qui veut travailler que le matin, celui qui veut travailler que l'après-midi. C'est des binômes fixes et ça a arrêté le 2-8 de ces collaborateurs-là. De la même manière, on a des personnes qui veulent terminer à 16h30 et on a mis en place des horaires de travail où ils démarrent plus tôt, ils ont une pause déj plus courte. Est-ce que ça aussi sont des éléments qui, enfin, là, on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais est-ce que c'est quelque chose qui rentre aussi de plus en plus dans les pratiques? Alors, sur le volet statistique, je ne suis pas certain de pouvoir vous donner une réponse satisfaisante, mais c'est effectivement, alors là, on a abordé, parce que Adeline connaît bien ces questions-là et que sans doute le télétravail est le modèle le plus parlant et le plus représentatif. On l'a abordé principalement sous cette question-là. Dans le petit guide pratique, on a fait une sélection, en l'occurrence 7 dispositifs. Et après, cette liste n'est pas exhaustive. Donc, effectivement, il y a tout un tas de possibilités, d'aménagements qui sont possibles, qui laissent la place au dialogue dans l'entreprise, et fort heureusement. Et effectivement, dans la mesure où certains salariés arrivent à dialoguer et puis à partir sur des bases comme ça consensuelles pour voilà, aboutir à un planning qui contente tout le monde, voilà, c'est parfait. Si l'entreprise y est sensible, si elle accède justement aux demandes des uns et des autres, si elle arrive à manager ça, parce que bon, là, voilà, je m'engage sur un terrain qui n'est pas le mien, mais je pense qu'il y a tout un volet qui tient justement à la qualité du dialogue qui lie justement les RH aux salariés. Et s'il en ressort quelque chose de positif, que les salariés arrivent à se positionner sur un horaire matinal plutôt que de l'après-midi et que chacun y trouve son compte, voilà, c'est encore l'idéal. Là, on est vraiment sur un modèle, je ne sais pas si sur les horaires variables qui laissent justement la possibilité aux salariés de débuter leur travail sur une plage variable avec des horaires fixes sur lesquels ils sont tenus d'être présents. Là aussi, ça offre une certaine latitude aux salariés dans l'organisation de leur temps de travail quotidien et hebdomadaire, puisqu'il y a un report d'une semaine à l'autre qui est également envisageable. Donc, il y a tout un tas de dispositifs qui permet justement une certaine latitude et qu'on n'a pas pu aborder pour des raisons évidentes de temps. Mais vous avez raison de le préciser. Alors oui, plusieurs questions dans le chat. Une première question de Romuald qui demande: que pensez-vous lorsque seul l'encadrement a le droit au télétravail et non des salariés? Il prend notamment là l'exemple de services de soins où l'encadrement peut bénéficier de télétravail et non les soignants.
encore une fois de plus, cela dépend bien évidemment des missions, s'ils sont compatibles avec le télétravail et que la structure donc, décide finalement que voilà, les missions exercées notamment par les soignants n'est pas adaptée justement à ce contexte-là. Après, il y a d'autres dispositifs de flexibilité donc sur la demande de l'employé qui peut être bien évidemment évalué. Et si cela permet justement une meilleure conciliation donc, des besoins individuels donc du collaborateur, bien évidemment que cela pourrait être pensé. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Clément. Oui, alors c'est intéressant et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment donné, il faut faire des choix qui vont être fondés sur des critères de sélection, des critères de sélection qui doivent être objectifs. Mais au-delà de ça, il y a la réalité du terrain et il y a un sentiment comment dire, de frustration qui peut se faire ressentir et c'est tout à fait normal. Alors, je parlais tout à l'heure des compensations qui peuvent éventuellement euh, intervenir. J'entendais la dernière fois que certains proposaient justement la semaine de 4 jours en alternative au télétravail. Donc, c'est intéressant. Mais le fait qu'il y ait des critères objectifs de sélection n'empêche pas justement un sentiment, je le disais, parfois de frustration parce que ces critères vont permettre d'ouvrir des droits à certains plutôt qu'à d'autres, de justifier justement cette différence de traitement. Et quoi qu'il en soit, ça peut créer on va dire des malaises entre les équipes, j'imagine. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle. Une autre personne nous dit la QVCT est liée à l'égalité homme-femme, comme tu le disais, Clément. Est-ce qu'une charte des temps qui serait plus favorable aux femmes serait conforme au droit, notamment pour tenir compte de la charge familiale qu'elles portent souvent, ou pour tenir compte de situations de santé, comme tu le disais tout à l'heure, pour la ménopause, l'endométriose? Et cette même personne, alors je ne sais pas si je peux enchaîner sur une seconde remarque question, nous dit, par exemple, en cas d'endométriose, de douleur menstruelle, la salariée n'est pas en condition de travailler et le télétravail est finalement envisagé comme une solution, mais cette personne pourrait être en arrêt de travail. On a aussi parlé d'enfants malades, etc. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de détourner le télétravail de cette façon? Alors, effectivement, et ça, c'est un vrai débat. C'est-à-dire que le télétravail peut être considéré comme un temps non travaillé, partiellement travaillé. Et bon, alors, la question n'est pas celle-là, mais c'est comme les jours de télétravail qui sont accolés aux jours de congé. Certaines entreprises l'interdisent. Alors là, c'est pas tout à fait la même chose, mais effectivement, ça pose la question de la vocation du télétravail. Est-ce que, en étant en télétravail, on s'offre des conditions de travail différentes, plus confortables parce que on fait l'économie d'un temps de trajet, parce que on est dans un espace qui nous convient, qui est à notre image et qui nous permet d'être plus productif, moins dérangé. Voilà, il y a cette question-là. Est-ce qu'on télétravaille pour travailler? Est-ce qu'on télétravaille au contraire voilà, pour rester chez soi? Et là, bon, ça questionne d'autres choses, notamment la prise en charge au titre de la sécurité sociale, des douleurs menstruelles notamment. Je ne sais pas s'il y a une évolution sur le sujet, mais je crois que c'était en débat il n'y a pas si longtemps. Il y a une autre question dans le chat. Sylvie nous dit: le choix de la flexibilité par un salarié n'est pas toujours bien perçu par le reste de l'équipe. En conséquence, peut-on considérer que la flexibilité est un levier de bien-être au niveau collectif? Au niveau collectif, je pense que c'est peut-être beaucoup plus individuel, notamment. Après, tout dépend de comment on coordonne. Donc, toujours, encore une fois de plus, donc je reviens sur le rôle du manager qui, le fait d'encadrer individuellement la flexibilité des uns et des autres, en ayant bien évidemment une détermination d'un temps collectif pour créer ce lien, pour fédérer l'équipe,
pourrait bien évidemment donc être peut-être source éventuellement donc de positivité, notamment en ce sens-là. Mais sinon, beaucoup plus, les avantages sont perçus individuellement, bien évidemment, puisque c'est pour des raisons donc, de souplesse liées à la vie, notamment personnelle. Et sur cette question, Adeline, tu me corriges si je me trompe, mais je crois qu'il existe des études qui montrent qu'en réalité, le fait qu'une forme de stigmatisation, alors peut-être moins aujourd'hui où c'est quand même un petit peu plus ancré, mais le fait qu'il y ait une stigmatisation des télétravailleurs pousse à une hypercompensation et donc éventuellement à une surcharge de travail. C'est-à-dire, on se sait sous les radars, on se sait éventuellement critiqué justement du point de vue de ceux qui n'ont pas accès au télétravail. Donc on veut montrer qu'on fait plus, qu'on fait mieux Exactement. lorsqu'on est en télétravail, ne serait-ce que pour éviter un retour en présentiel pour ceux qui sont tant attachés au télétravail. Donc il y a vraiment cette double tendance, je pense. Effectivement, et ça rejoignait justement le concept dont je vous parlais de l'autodisciplinarisation, qui est vraiment un déplacement donc du contrôle qu'on s'inflige à soi-même afin de pouvoir être bien perçu, notamment par son supérieur, mais également par son organisation, puisqu'on se dit qu'on est avantagé, on a cette possibilité-là, peut-être que d'autres ne l'ont pas, et pour ça, on a besoin de prouver effectivement, donc soit en étalant son temps de travail tout au long de la journée et ne avoir du mal à pouvoir se déconnecter ou même à réaliser des heures supplémentaires qui ne sont pas nécessairement comptabilisées. Donc c'est effectivement dans ce sens-là aussi qu'on peut aborder cette question. Et juste pour terminer, le fait que le télétravail soit parfois perçu comme un avantage social, voilà, on se sent d'une certaine manière redevable de ce point de vue-là. Et pour faire écho à ce que vous disiez, Madame, tout à l'heure, peut-être, voilà, on essaie de donner le change parce que c'est une sorte de privilège par rapport à ceux qui ne peuvent pas en bénéficier. Donc, bon, après, ce n'est pas la réalité, forcément une réalité absolue, mais Il n'y a plus de questions. Plus de questions? Non. Il nous reste à vous remercier pour ces échanges. Et quand j'ai travaillé la question, j'avais lu que la question de cette flexibilité, c'était aussi une question liée au contrôle des corps et du temps. Et vous nous avez montré qu'il y avait beaucoup de pistes à envisager. Et eh bien, voilà, vous avez montré aussi que tout cela, ça s'inscrit dans un collectif. Et je crois que voilà, on repart avec des idées très intéressantes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et puis, il y aura des informations et une suite qui sera donnée dans le cadre de la chaire Vivre ensemble et sur nos sites Internet. Alors, vous, effectivement. Oui, dans le document, comme le reprécise la titulaire de la chaire, Anne Joyot, il y a des différents dispositifs qui ont été exploités par Clément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était le pas de côté qui était envisagé, qui était très intéressant. Le rapport et les fiches sont téléchargeables. Et en plus, comme nous sommes face à une génération très agile, eh bien, il y a un QR code pour permettre des actualisations, en tout cas le suivi des fiches. Et le rapport est aussi téléchargeable sur le site de la chaire. Merci encore. Oui, je vous remercie. Je me joins à vous pour, voilà, pour vous remercier pour votre attention. Remercier Adeline également d'avoir accepté de contribuer et d'éclairer un petit peu le débat. Et je pense que c'était d'autant plus riche. Je remercie Sylvie et Brigitte puisque il y a eu un suivi du projet depuis le début. Et je remercie également Justine pour, voilà, pour toute l'organisation et pour son aide précieuse. Et Voilà. merci pour cette opportunité que la chaire m'a offerte aussi pour être aux côtés de Clément afin de pouvoir donner donc, un avis finalement managérial sur ce dispositif. Donc merci Sylvie, à vous aussi. Et j'ai été ravie d'être là.